21h54 sur LCI, ravi de vous retrouver dans un instant. On reviendra sur ce qui se passe en Ukraine et notamment cette salve de bombardements, plus de 500 cibles touchées en Russie, disent les Russes, et notamment à Saint-Pétersbourg sur ces images sur une raffinerie de pétrole. Les Ukrainiens qui ripostent après les bombardements russes là aussi. Quel plateau en ce samedi soir. Je salue Gallagher Fenwick, grand reporter, spécialiste des questions internationales. Bonsoir Gallagher. À vos côtés, Sylvie Berman, ancien ambassadeur de France en Russie et en Chine. Aurélien Duchesne est avec nous, consultant géopolitique et défense. On est ravis d'accueillir Ludmila Totieva, chroniqueuse chez Radio et consultante en politique publique. Et le général Nicolas Richoux, ancien commandant de la 7e brigade blindée. Bonsoir à vous toutes et tous. Nous partons tout de suite, où ça, en Iran, avec ces cérémonies monstres de funérailles d'Ali Khamenei. Regardez ces images en direct de Téhéran en ce moment même. Ça va durer 6 jours, avec hier tous les officiels qui étaient là, et puis aujourd'hui, j'allais dire, plus place au peuple et aux sympathisants de l'ancien grand guide suprême, évidemment. Image de funérailles qu'on commentera dans un instant, mais c'est Slavoj Gazi qu'on va rejoindre sur place. Il était avec nous dans la journée. Les portes de la grande mosquée de Téhéran sont ouvertes depuis 6 heures du matin. Les cercueils sont déposés sur la tribune et la foule vient et va et vient. Donc il y a beaucoup de gens qui sont venus depuis ce matin, qui sont repartis déjà, et la foule continue à venir. Donc beaucoup de monde. Demain, même cérémonie, et puis lundi, il y aura des funérailles nationales officielles à Téhéran avant que les cercueils ne soient envoyés dans la ville sainte de Qom, avant d'être envoyés en Irak, à Bagdad, mais aussi dans 3 villes importantes religieuses irakiennes, Karbala, Najaf et Kazemein. L'enterrement aura lieu jeudi donc dans la ville sainte de Mashhad, dans le nord-est de l'Iran. Il y a là le mausolée de l'imam Reza. On sait que l'Ayatollah Ali Khamenei avait demandé qu'il soit enterré dans ce mausolée, où il faisait ses discours politiques au début de chaque année. Donc un lieu important, puisque des millions d'Iraniens, mais aussi des chiites irakiens, du Koweït, du Bahreïn, du Pakistan, d'Afghanistan, du Liban, de l'Azerbaïdjan, de toute la région, viennent tous les ans au mausolée de l'imam Reza à Mashhad. Donc un lieu important. Est-ce qu'on aura donc le discours du nouveau guide suprême iranien, l'Ayatollah Moshtaba Khamenei, à Téhéran ou à Mashhad? Ça pourrait être aussi, on nous dit également, une prière funéraire dans un lieu secret, sans qu'il n'apparaisse en public. C'est toute une possibilité qu'on évoque désormais. Et on le rappelle, les autorités espèrent entre 15 et 20 millions de participants à ces funérailles. Gallagher, c'est déjà une victoire pour le régime de pouvoir diffuser ces images dans le monde entier. On a l'impression que la guerre s'est terminée, que le régime est indéboulonnable, qu'on a tourné une page. Alors, demi-victoire, parce qu'il y a un guide suprême qui est quand même absent. Alors, absent en théorie, il est possible qu'il se soit glissé dans cette foule, peut-être... j'allais dire, revêtant un habit militaire ou autre afin de s'y dissimuler, puisqu'après tout, ce sont les funérailles de son père. Mais victoire en ce sens que les délégations étrangères, la présence saoudienne notamment, pas seulement, a été très commentée. On apprend que les Américains, la diplomatie américaine a fait pression sur un nombre de pays et avec succès concernant certains pays afin qu'ils ne se rendent pas à ces funérailles, parce qu'il y a un enjeu, et vous le soulignez par votre question évidemment, d'influence et de projection de puissance. Mais sur cette foule, elle est importante. Ouais. Elle est importante, il faut savoir reconnaître. Alors certains peuvent se faire plaisir en disant ils sont payés, c'est artificiel, etc. Je pense que c'est une erreur d'analyse. Mais rappelez-vous, il y a 3 mois, certains donnaient déjà le fils du chat comme remplaçant du régime. Non, Mais ce qui est intéressant, c'est quand vous faites le calcul, si vous voulez, 15 à 20 millions, je crois que c'est le chiffre qui était donné, ça correspond aux 20%, qui est le chiffre qui circule très souvent, d'Iraniens, d'Iraniennes, qui sont de fervents partisans
de ce régime. Et ça, je crois que ces images, en l'occurrence, le démontrent, ou en tous les cas le montrent dans une certaine mesure. Alors, des images, on va en parler plus tard, mais grâce, j'allais dire, au feu vert américain, qui ont dit qu'ils ne taperaient pas l'Iran pendant 6 jours, Sylvie Bermann. Ça veut dire que quoi ? C'est quand même une immense opération de propagande, cette affaire. Oui, totalement, d'autant plus que ça coïncide avec le 250e anniversaire des États-Unis, mais là on a un événement mondial avec effectivement une foule très, très importante, des délégations alors de pays qui ont été frappés par l'Iran, l'Arabie Saoudite, je ne sais plus si les Émirats sont là aussi, mais il y a une autre délégation. C'est étonnant d'ailleurs, ils auraient pu claquer la porte, dire on n'y va pas. Oui, malheureusement ils n'ont plus trop le choix, en tout cas pour le moment. Je pense qu'ils restent quand même assez rancuniers. Il y a des Chinois, il y a des Russes. Enfin, c'est un grand événement et donc c'est comme la célébration d'une victoire. Ouais. Reste la question du fils du guide suprême, Mojtaba. Le fait qu'il ne soit pas là montre que soit il... Les services iraniens ont fait savoir indirectement que eux, ils voulaient pas qu'il soit là parce que c'était trop dangereux pour sa sécurité et que les Israéliens pouvaient le sourcer, etc. Envie de dire, Général Richoud, tout ça pour ça. C'est-à-dire qu'il y a eu les frappes, Trump qui crie victoire, qui dit leurs capacités sont à plat, et puis regardez ce qu'on voit. Oui, absolument. C'est assez sidérant. En fait, ils se sont fait, alors militairement, ils se sont fait quand même relativement aplatir, mais c'est la preuve que la victoire militaire débouche pas forcément sur une victoire politique, parce que là, il y a une démonstration de puissance en tous les cas. Alors, on peut dire le régime est affaibli, c'est très possible. On dit qu'il y a des querelles à l'intérieur du régime entre les partisans de la négociation et puis les durs, mais en attendant, l'image qui est diffusée au monde, c'est ça. Et quand on dit qu'il y a des pays du Golfe qui sont là alors qu'ils se sont fait taper dessus, eh bien, il y a un principe intangible, c'est que la géographie étant une science exacte, eh bien, ils n'ont pas oublié qui étaient leurs voisins. Alors que demain, les États-Unis seront peut-être absents, seront peut-être pas. Et qui restera en face ? Et ajoutons à ça que MBS, suite à cette affaire-là, n'est pas très content et a des relations assez dégradées avec Donald Trump. Donc il y a un signal politique pour que l'Iran reste un partenaire au moins de négociation et on est obligé de faire. Voilà, il y a quand même du monde, on peut pas le nier. Alors dans le même temps, qu'est-ce que dit Donald Trump ? On l'évoquait tout à l'heure. Écoutez, une seule balle et nous pourrions tous les éliminer, mais nous n'allons pas le faire car nous n'aurions plus personne avec qui discuter. Bon, évidemment, c'est une bonne raison. Et il continue. Il y va cash. Vous connaissez Trump. Et à propos des fidèles qui pleuraient devant le cercueil, ce sont peut-être des larmes de crocodile. C'est quand même une claque, Aurélien Duchesne, pour Trump, ce qui se passe là. La claque, c'est qu'on est passé de mort dictateur, mort au dictateur, ce que scandaient beaucoup d'Iraniens dans les rues de Téhéran le soir de l'élimination de Khamenei, alors que le même jour, Donald Trump disait « tenez bon, parce que le régime va s'effondrer bientôt ». Et discours voisin de Netanyahou le lendemain. Et bientôt, voilà. Je vous demanderai de descendre dans la rue. Absolument. On s'en souvient. Et le fils du Shah avait dit les mêmes choses, et il ne s'était rien passé aux grandes dames de beaucoup d'Iraniens, y compris de la diaspora, à désormais avoir Marbar America, mort à l'Amérique, scandé la veille de la fête nationale américaine. La deuxième chose, c'est que là, Trump, alors c'est à sa 50e à peu près itération depuis le 8 avril, depuis la fin de la phase active de la guerre, qu'il menace l'Iran du pire tout en expliquant pourquoi il ne le fait pas. Cela dit, on a appris de la presse américaine que les Américains auraient fait savoir aux Iraniens que les Israéliens étaient prêts à profiter de négociations pour éliminer Ghalibaf et d'autres, ou Arachi et d'autres responsables iraniens. Ministre des Affaires étrangères et quoi, président du Parlement Oui, donc les Américains en sont désormais à vouloir contenir leurs alliés dans cette opération pour éviter qu'ils ne recommencent la guerre. On est là. Écoutez-le, Donald Trump devant le Mont Rushmore hier, qui dit bien, encore une fois il les cache, si les funérailles peuvent avoir lieu, c'est grâce à lui. Bien sûr, tout à fait. Nous avons construit l'armée la plus forte et la plus puissante qui soit. Nous avons remporté 2 guerres mondiales, une guerre froide et relégué les ennemis de l'Amérique aux oubliettes de l'histoire. Nous avons vaincu le Venezuela en une seule journée et nous avons mis l'Iran à genoux. Ils meurent d'envie de conclure un accord. Ils en ont tellement envie.
Nous leur avons accordé 1 semaine de congé pour des funérailles parce que nous sommes sympas. C'est quand même hallucinant. 1 semaine de congé parce qu'on est sympa. Oui, bon, malheureusement, la rhétorique, elle est très proche de ce qu'on a pu entendre même de Poutine, qui disait que c'est moi qui accorde une sorte de cessez-le-feu. Ah oui, vous voyez ça comme ça. Vraiment, malheureusement, jamais accordé. Non, mais blague à part, je pense que quand même, si on pense à toutes ces personnes qui étaient dans les rues tout au début de la réforme, on peut dire de la révolution, de toute cette guerre en Iran, et la crédibilité des États-Unis justement, et le sentiment du peuple, justement, par rapport à voisins, les pays voisins, par rapport aux alliés, aux promesses tenues, pas tenues, à la rhétorique qui ne tient pas la route, qui change de jour au lendemain. La puissance des États-Unis en prend un coup là. Je pense que quand même. Beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser. Comme leader mondial, on en est loin là. Le pire, c'est que Trump, il arrive à quand même articuler des choses comme des victoires personnelles, et il arrive à le faire auprès d'un public qui semble lui croire. Alors c'est ça aussi qui est. Il est plus dans le short term, c'est-à-dire vraiment la vision pour lui-même, pour son mandat. Ça a toujours été. C'est toujours le cas. Sauf que, oui. Je vous montre 2 images. Alors, l'une, qui émane du Mossad, les services secrets israéliens. Regardez ce qu'ils ont construit. Image du Mossad avec l'intelligence artificielle. Alors, eux, ils montrent, et évidemment, Mojtaba Khamenei, l'actuel guide suprême, qu'on n'a pas vu, mais ils l'ont recréé en carton, en quelque sorte. Bon. Et puis, alors, une autre image qui, elle, est aussi, alors là, importante stratégiquement, c'est quoi? Ce sont les B-52, les plus grands bombardiers américains, qui sont en train de quitter la base aérienne de Fairford en Grande-Bretagne. On a vraiment l'impression que c'est terminé, que c'est fini. Voilà. C'est fini. Oui, c'est fini. Oui, c'est fini. Donald Trump ne prendra pas le risque d'une remontée aux extrêmes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas... Parce qu'il négocie en ce moment l'accord final. Il peut y avoir 2-3 tirs. Effectivement, ils peuvent mettre la pression comme ils l'ont fait, mais il ne refera pas la guerre telle qu'elle a été faite entre février et maintenant. Ça, c'est absolument... Et il arrivera à contenir Israël? Parce qu'on imagine l'état d'esprit de Netanyahou en ce moment quand il voit ça. Israël n'a pas du tout les mêmes buts de guerre. Donc là, on le voit, le grand écart est de plus en plus important, mais Israël sera obligé d'obtempérer. Ils l'ont fait d'ailleurs en juin 2025, lorsque Trump leur a dit « ça suffit, vous faites demi-tour », et ils sont une partie importante de leur logistique, notamment aérienne, et de tout ce qui est obus, missiles, etc., qui provient des États-Unis. Ils ne pourront pas passer très longtemps outre la décision des États-Unis. Ouais. Voilà. Mais si on fait les comptes, qu'est-ce qu'a obtenu Trump sur le nucléaire, sur le régime? Pas grand-chose. Vous avez répondu à votre propre question et ça relève de l'évidence. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les conséquences de la réponse évidente à votre question, c'est une dissuasion états-unienne, américaine, très très abîmée. Et ça a des conséquences, y compris pour nous, dans nos calculs et notre équation, face à la prédation russe. Puisque je rappelle que ce qui pouvait compliquer en théorie le calcul de Vladimir Poutine, c'est l'éventuelle attitude des Américains en cas d'agression d'un pays européen otanien. Or là, même si Donald Trump et les boys font partie de l'équation, l'image qui a été donnée de ce que vous appeliez, et je pense qu'il faut retravailler ce terme parce qu'il mérite largement une redéfinition, la puissance des États-Unis, elle est quand même sacrément entamée. Ouais. Donc il faut repenser tout ça, de notre point de vue, du leur assurément, mais je suis d'accord avec le général Richoux, c'est-à-dire que Donald Trump n'est pas prêt à envisager là où les ruptures qui seraient nécessaires pour changer la nature de l'affrontement face au régime iranien. Et juste une petite information, je pense que vous l'avez, la semaine prochaine, Benjamin Netanyahou est prévu pour arriver à Washington d'ici, donc pour rencontrer à nouveau Donald Trump. J'ai arrêté de compter le nombre de fois qu'il est allé à la Maison-Blanche, avec les objectifs que vous pouvez deviner, mais Donald Trump, avant même que Benjamin Netanyahou n'ait posé le pied sur le sol des États-Unis, a dit, je cite, il faut qu'ils comprennent que c'est moi le boss. Ouais, bon, c'est moi le boss. Le ministre iranien, vice-ministre des Affaires étrangères, qui prévient également la France qu'elle fasse attention avec ses démineurs dans le détroit d'Ormuz, etc., que ça peut être dangereux. Voilà, on en est là. C'est l'Iran qui nous donne des leçons maintenant, puisque visiblement ils ont quand même pas mal gagné. Restez avec nous. Dans un instant, on revient sur l'Ukraine, Saint-Pétersbourg, bombardement
bombardements ukrainiens, des situations catastrophiques. Pratiquement 45% des raffineries de pétrole russe sont hors service. Voilà. Et si vous voulez mettre un pays à l'arrêt, vous faites ça. Plus de transport, plus l'armée, plus de pétrole, l'agriculture, plus de pétrole. Vous imaginez la suite. À tout de suite. 22h15, vous êtes bien sur LCI. Regardez cette image de la propagande russe, il n'y a pas d'autre mot, de drapeaux qui apparaissent dans cette ville de Kostantivka, qu'on va découvrir dans un instant, cette ville où ce qu'il en reste, quand vous regardez les ruines autour, et un Vladimir Poutine qui, dès hier soir, annonçait la prise de la ville. Sauf que les Ukrainiens, eux, disent pas du tout, c'est pas du tout le cas. Regardez où ça se situe, Kostantivka, c'est une ville qui, avant la guerre, abritait 60 000 habitants. C'est une ville importante. Écoutez, Vladimir Poutine, hier soir, triomphant devant ce qu'il présentait comme étant sur le terrain. Mais on peut en douter. Les forces de l'armée russe maintiennent avec assurance l'initiative stratégique dans la zone de l'opération militaire spéciale. La libération de Kostiantynivka revêt une importance stratégique majeure. On est toujours dans l'opération spéciale. Attention aux mots. Ludmila, quand vous voyez ces images, j'imagine que ça vous fait mal. Et quand Poutine dit c'est fait, c'est plié, il y a déjà les drapeaux russes sur place, vous répondez quoi ? Le fait que c'est pas la première fois qu'il a déclaré la victoire alors qu'il n'y avait pas du tout la victoire réelle de fait. Ce qui est vrai, c'est que Kostantinivka depuis longtemps, c'est-à-dire depuis plusieurs mois, est dans une situation très très difficile où il y avait vraiment une pression de l'armée russe très importante. Elle était constante depuis printemps. Alors ils ont pu infiltrer la ville par tous les côtés, commencer à infiltrer aussi le centre par les petits groupements. Ça fait preuve aussi que l'Ukraine, il se bat aussi sur le front avec le manque d'hommes, manque de personnel que nous on n'a pas, mais les Russes face à nous, eux, ils peuvent quand même mettre beaucoup d'hommes. Il y a certains analystes, ils ont dit que justement Kostantinivka, pourquoi c'est très important parce que ça ouvre l'axe vers Slaviansk-Kramatorsk. Ça, c'est les deux villes clés pour la région de Donetsk que d'ailleurs, je vous rappelle, depuis 2014, Poutine veut s'approprier de cette région-là, de région de Donetsk. Depuis 2022, on est déjà en 2026, alors il n'arrive pas. Pourtant, il a déjà fait entrer cette région-là dans sa constitution comme étant une région russe. Vous êtes en train de nous dire que la clé, là, c'est ces villes-là qu'on voit là, et si jamais la Russie conquiert ces villes, ça va être problématique. Ça veut dire que Kramatorsk et Sloviansk, c'est des villes clés pour tout ce qui est logistique. Le général pourra nous apporter plus de détails là-dessus, mais ce qui est aussi important, c'est que si Kramatorsk et Sloviansk... On l'appelle la ceinture fortifiée. La ceinture fortifiée qui est fortifiée depuis 2014, je vous rappelle, parce que c'est justement par là que les Russes, ils ont voulu faire la percée. Ils n'ont pas pu faire ça. Kraviansk-Lematovsk, déjà, ils étaient les remparts face à l'armée russe en 2014. Mais c'est pour dire que Kostantinivka, ça fait longtemps qu'il est justement vidé de sa population, complètement bombardé. Ça ressemble juste à une terre presque plate. Tous les immeubles qui, avant, c'était une ville industrielle de 60 000 habitants. Vous imaginez quand même que aujourd'hui, c'est une quand on voit les presque images, inexistante. On conquiert quoi ? C'est ce que les Russes amènent. C'est ce qu'ils amènent. Ils amènent de terreur, de la destruction, de la mort. C'est ce qu'ils ramènent sur le terre ukrainien. Ils veulent faire rien de cette terre-là. Ils veulent juste conquérir et dire voilà, c'est à nous faire ça justement, mettre le drapeau. Alors que, encore une fois, l'état-major ukrainien a dit que non, la ville de Kostantinivka n'est pas. Alors justement, on va tout de suite à Kiev. Vous retrouvez Marion Russell, vous êtes en direct avec nous pour LCI. Qu'est-ce qui se dit sur le terrain ? Comment on analyse cette espèce d'affirmation de Poutine de dire ça y est, c'est fait ? Vladimir Poutine d'ailleurs, qui je l'ajoute, dit le 6 juillet, c'est-à-dire lundi, il faut faire une trêve entre 14h et 18h dans la ville pour qu'on puisse retirer les corps. Voilà, pour lui c'est fait et on va faire un échange des corps. Dites-nous, qu'en pense-t-on sur le terrain, Marion ?
Eh bien, du côté des forces ukrainiennes, dans la déclaration de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, eh bien, le point de vue est très clair. Il démente entièrement la prise de Konstantinivka par les forces russes. Volodymyr Zelensky qui a affirmé que les affirmations de Vladimir Poutine étaient tout simplement un mensonge de plus, j'utilise les mots du président ukrainien. Et il s'est même fendu d'une petite provocation à l'égard du président russe, affirmant eh bien, que si c'était le cas, si cette ville était bien désormais aux mains des Russes, eh bien Vladimir Poutine ne verrait donc aucune objection à rencontrer Volodymyr Zelensky dans cette ville pour entamer des négociations sur un cessez-le-feu ou une sortie de la guerre. Côté ukrainien, donc, on affirme eh bien que c'est simplement de la propagande russe avec ces images glorifiantes sur fond musical où on voit des soldats ukrainiens brandir un drapeau russe. Difficile de savoir exactement ce qu'il se passe dans cette ville. Il faut dire que cette ville, elle est assiégée depuis plusieurs mois. Du côté ukrainien, on affirme que les combats se poursuivent, que les forces ukrainiennes sont encore en train de défendre ce bastion parce que c'est une ville particulièrement importante. C'est ce que l'on expliquait en plateau. L'une des clés, des clés d'entrée sur ce front du Donbass qui pourrait permettre à l'armée russe de progresser ensuite sur ce front vers Kramatorsk ou vers Sloviansk, qui sont des villes particulièrement stratégiques. Mais côté ukrainien, on l'affirme, eh bien ces affirmations, elles sont fausses et Konstantinivka continue de tenir et demeure ukrainien. Merci beaucoup, Marion Russell, en direct depuis Kiev, et ce sont bien des soldats russes qui produisent les drapeaux russes. Est-ce que derrière tout ça, il y a quand même pas, alors je sais pas qui peut répondre là-dessus, le fait que les Russes sont un peu à nouveau à l'avantage, même s'ils n'ont pas pris la ville. Je crois que, en fait, ce qui se passe aussi, c'est comme les choses se passent mal en Russie, parce qu'il y a des frappes, et il y a des frappes extrêmement visibles. Vous l'avez évoqué à Saint-Pétersbourg, il y en a à Moscou. Vladimir Poutine a besoin de revendiquer une victoire, en particulier vis-à-vis de Donald Trump. Alors maintenant, c'est un scénario qu'on a un peu connu à Pokrovsk, où les Russes ont annoncé pratiquement un an avant qu'ils avaient gagné la ville. Donc, comme ça a été dit par Mila Toteva, il y a effectivement beaucoup d'infiltrations depuis des mois et la situation n'est pas claire actuellement. Mais je crois que Poutine a absolument besoin de revendiquer cette victoire. Oui, et quand on regarde aussi au niveau local, alors certes, là, il y a une poussée russe du côté de Konstantinivka, c'est leur principal axe d'effort, mais vous prenez tout l'oblast dont on parle, c'est de Donetsk. On parle de 200 000 pertes côté russe depuis 2022, rien que pour prendre quelques pourcentages de l'oblast. 80% de cet oblast est aux mains des Russes, mais c'est une progression d'à peine 20% depuis 2022. Il y a un prix humain faramineux. Absolument. Quand on parle de la ville voisine d'Avdiivka, qui est un petit peu un laboratoire, parce qu'on avait beaucoup regardé les pertes russes là-bas, il y a eu au moins 20 000 soldats russes tués pour prendre cette ville. Konstantinivka, c'est déjà beaucoup plus. Pokrovsk, c'est potentiellement 50 000 soldats russes tués et des centaines de blindés. Il faut se dire que dans une ville comme celle-là, les Russes auront perdu plus de chars qu'il n'y en a dans l'armée française. Donc certes, ils avancent, certes, c'est inquiétant parce qu'ils ont une initiative à cet endroit-là, mais en pourcentage de terrain pris, ça reste ridicule. Et les Ukrainiens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils refortifient déjà de nouvelles lignes après. Ouais. On dit que sur le terrain, alors bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, il y a 8 pertes russes pour une perte ukrainienne. Alors c'est ce qu'on dit, mais on se souvient que pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était en général à peu près 6 pertes russes pour un soldat allemand. Donc vous voyez, on reste dans un taux de perte très fort, avec des Russes qui ont un petit peu de mal quand même à pratiquer l'économie des moyens avec leurs ressources humaines. Alors moi, il n'est pas du tout prouvé que la ville est tombée, il faut quand même le dire, et qu'on parlait de Pokrovsk, ça reste, il y a encore des zones grises. Pokrovsk n'est pas tombé, alors que depuis le mois d'octobre, on nous annonçait tous les poutinolâtres, etc., que la ville était tombée. Alors, elle va pas bien, c'est sûr, mais il faut bien se dire aussi que c'est une ville maintenant de front, c'est un cul-de-sac, elle a perdu de son importance stratégique. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a des lignes qui ont été mises en place pour freiner successivement vers Sloviansk et Kramatorsk. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a une défense dans la profondeur qui est installée depuis des mois. Et vous savez, quand on disait il y a un terrain ouvert, eh bien dans le temps, un terrain ouvert, c'est là où les chars pouvaient s'engager. Et aujourd'hui, un terrain ouvert, c'est là où on est le plus vulnérable, parce que c'est là où on est vu par les drones et qu'on se fait démonter à 20, 30, voire 40 km en arrière. Donc, toute façon, on conquiert quoi là ? Ce que je disais, des ruines, rien du tout. Mais ça sert à quoi ? Je ne vais pas faire revenir une population. C'est symbolique. Là, je veux dire, c'est de la micro-tactique, c'est absolument symbolique. Et Sylvie Berman l'a très bien dit, il a besoin
besoin d'annoncer une victoire, combien même cette victoire n'existe pas. Mais au pire, d'abord, dans la ville, il y a des zones grises, c'est-à-dire il y a un enchevêtrement entre les Ukrainiens et les Russes, donc on ne sait pas très bien ce qui se passe. Et Zelensky le dit bien, il dit venez, on va dans la rue. Et puis on va se rencontrer là-bas. La meilleure preuve que Poutine bluffe quand il dit il faut une trêve pour enlever les corps. Mais si il maîtrise la ville, il n'y a pas besoin de trêve pour enlever les corps, il enlève les corps lui, puisqu'il a la ville en main. C'est logique. Oui, c'est logique. Donc là, il dit on va faire une trêve pour enlever les corps. C'est la preuve qu'il ne maîtrise rien du tout et que là, il nous vend du bluff parce qu'il est en grosse difficulté ailleurs et qu'il veut attirer l'attention évidemment. Ailleurs. Alors, quand Zelensky lui a répondu qu'on se rencontre sur place, l'inénarrable Dimitri Peskov, porte-parole du Kremlin, lui dit non, on vient à Moscou qu'on en parle. Bon, là aussi, rien de nouveau sous le soleil, évidemment. Je voulais quand même vous montrer ces deux images qui sont importantes sur la stratégie de communication de Poutine et de Zelensky. À gauche, un Poutine un peu blême et enfin la franche rigolade, en uniforme, dans un endroit indéfinissable, avec des filets de camouflage, ça peut être n'importe où. Et puis de l'autre, Volodymyr Zelensky, qui lui est à Odessa, parmi les troupes, et qui vient voir les armements et notamment les missiles. On a deux images très différentes là, du point de vue affichage, communication. Oui, mais en fait, l'image de Poutine, elle est très artificielle. Elle est un peu artificielle, mais si vous vous rappelez, au début de cette invasion, on disait que Poutine n'était jamais en uniforme, il se pointait pas où il y avait les troupes. Là, c'est le cas. C'est-à-dire, il veut montrer qu'il est le chef de guerre et il est plus dans cette posture-là depuis, je pense, 1 an à peu près. C'est-à-dire qu'il a pris il a assumé qu'il y a une guerre, qu'ils n'ont pas une guerre, mais qu'il est le chef de ça. Mais il a besoin de le faire parce que ça ne va pas de soi. Parce que regardez, la population. Elle a déjà les soucis de pétrole, elle ne peut pas avoir juste de fuel pour rouler. Il faut bien trouver une réponse, mais plus encore, et j'appuie beaucoup ce qui était dit par Madame l'ambassadeur, c'est que justement, il a besoin de victoires. Parce que quand tu vois à Saint-Pétersbourg, qui est quand même la ville de Poutine, qui est en train de juste monter en fumée plusieurs fois, mais cette fois-ci d'une manière très forte. Il y a plusieurs villes, surtout avec des raffineries de pétrole, qui sont tapées depuis le début de cette année. Là, en tant que citoyen russe, tu te dis, il y a un vrai souci. Alors, à qui tu tournes ? En Russie, on tourne tout de suite vers le chef de l'État. On ne tourne pas vers les autorités locales. Et le chef de l'État, il te dit, voilà, moi j'ai une victoire. C'est pour ça qu'on le fait. Regardez, Konstantinivka, c'est à nous. Je pense que c'est quand même plus dans ce sens-là qu'il faut le lire, cette apparition de Poutine. En même temps, vous avez Zelensky qui est beaucoup, beaucoup transformé par la guerre. Lui, je pense que si on met les deux photos de Zelensky avant l'invasion et aujourd'hui, c'est 2 hommes différents. Je trouve que ça, la transformation, elle est quand même flagrante. Mais lui... Encore une fois, c'est toujours normal un peu, en quelque sorte, de le voir avec ses troupes, les troupes, je veux dire, parmi les militaires. Ils se rendent très souvent sur place, justement. Sur le terrain. Alors, évidemment, ces images-là, on les diffuse après, une fois qu'elle est repartie, pour des questions de sécurité. Ça, c'est évident. Les Russes, le ministre de la Défense russe dit quoi aujourd'hui ? Dit que la nuit dernière, la Russie a reçu 500 cibles ukrainiennes. Alors 500 vecteurs, en quelque sorte, que ce soit des drones ou des missiles. C'est évidemment une réponse à ce qui s'était passé dans la nuit de jeudi à vendredi et les tirs russes qui avaient fait 30 morts et plus d'une centaine de blessés. Et notamment, du côté ukrainien, cette frappe qu'on va revoir sur une raffinerie de Saint-Pétersbourg, la ville symbole de Vladimir Poutine où il est né, et elle est touchée au cœur des raffineries. Regardez.
Voilà, les habitants, ils voient ça, les habitants de Saint-Pétersbourg, donc l'une des villes emblématiques de Russie avec Moscou, et ils se disent on est quand même un peu loin d'une opération spéciale, Gallagher-Fenwick. Non, effectivement, non seulement ils voient ça, mais ils le filment et ils le diffusent, alors que les autorités russes ont très largement interdit cela sous peine de sanctions très très lourdes, prison, amende, confiscation des appareils, etc. Mais vous avez raison, c'est-à-dire que à ce stade, chacune de ces munitions, et qui se comptent par centaines, vous le précisiez, en fait, servent, outre le fait d'infliger des dommages importants, alors sur des cibles bien choisies, contrairement à la Russie qui délibérément tire sur des bâtiments d'habitation, des maternités, etc., des logements. Des réserves de la Croix-Rouge. Exactement. Les Ukrainiens, avec une précision métrique, touchent notamment des raffineries, des réservoirs, etc. Alors le gouverneur dit on a tout réparé techniquement, il n'y a pas eu de victimes et c'est réparé. Oui, alors en partie. Allez savoir. Oui, en partie, mais c'est réparé jusqu'à la prochaine frappe ukrainienne, parce que ce qui est particulièrement, pardon pour la redondance, mais frappant, c'est que les Ukrainiens ciblent parfois à plusieurs reprises la même installation, et donc d'où la transition avec la séquence précédente. Vladimir Poutine ne peut plus cacher ça. C'est-à-dire que malgré l'épaisseur de la chape informationnelle sur la Russie et le huis clos qu'il impose à sa population en restreignant les accès à Internet, dans la sphère informationnelle également, voilà, les habitants dans les villes les plus riches et les plus aisées lèvent les yeux au ciel et voient ce que nous venons de diffuser à l'instant. Et donc, légitimement, pose des questions. Et Vladimir Poutine, il répond en se mettant en scène, dans les habits militaires, mais aussi en prenant la parole, où il intègre progressivement une partie de cette réalité, avec l'extrême difficulté de devoir digérer cela et restituer cela sous forme de récit qui donne quelque chose comme, oui, effectivement, il y a des soucis d'approvisionnement en pétrole, mais on est des Russes. Est-ce que ça suffit ? Est-ce que la population russe est dans cette crédibilité-là et dit, le tsar l'a dit, donc tout va bien, madame la marquise ? Ça devient de plus en plus compliqué quand même, non ? Oui, mais dans les interviews et les prises de parole, impromptues, qu'on diffuse de gens qui se filment dans leur voiture, vous noterez que beaucoup se plaignent, personne n'accuse nommément Vladimir Poutine. Donc ce mur-là, il n'est pas encore tombé, mais attention, il n'est pas infini et irrésistible non plus. Il peut être friable, et je pense que Vladimir Poutine en est effectivement très conscient. Oui, quand on regarde aujourd'hui en Russie, il y a eu quelques attaques qui, à chaque fois, sont plutôt généralement envers les gouverneurs, envers l'armée, etc. Ouais. La confiance dans l'armée est au plus bas depuis le début de la guerre, alors que jusqu'ici, elle avait été épargnée par les critiques, même lorsque la popularité de Poutine baissait. Elle est au plus bas, là, la popularité de Poutine, dans les rares sondages qu'on peut avoir. D'ailleurs, bizarrement, le centre Levada, qui est généralement considéré comme le plus fiable parmi les centres russes d'études de l'opinion, a arrêté de publier son rolling sur la popularité de Poutine. Ça n'était jamais arrivé. Ça fait 2 mois qu'on n'a pas eu de... Ils ont 2 mois de retard, c'est étrange. Mais le deuxième aspect, c'est qu'il ne faut jamais oublier le maître mot pour caractériser l'opinion russe, c'est d'abord la résignation et la passivité. Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il ne faut pas s'attendre à de la révolte. Les seules fois où les Russes ont pu descendre dans la rue, c'était notamment en 2018, quand on a touché à l'âge de la retraite ou au montant de la TVA. Mais à chaque fois, c'était resté cantonné au maintien, on va dire, des acquis sociaux. Il ne faut pas s'attendre à ce que demain, il y ait une révolte de masse en Russie. En revanche, il faut s'attendre à un effondrement de plus en plus de secteurs économiques. Oui, et ça, on va en reparler avec l'essence. Écoutez-le, Vladimir Poutine, qui dit quoi ? Qui dit, plus vous nous frapperez, plus nous, on va vous prendre de territoire. Plus l'ennemi tentera de lancer des attaques contre nos installations civiles, plus l'ennemi s'attaquera à ce type d'installation, plus la zone de sécurité que nous devrons créer sur le territoire frontalier sera grande. D'autant plus que, outre les autres territoires dont nous parlons aujourd'hui, il s'agit également d'une terre historiquement russe. Donc là, on est dans quoi ? On est dans le bravache Non, on n'est pas dans le bravache. Il y a une inquiétude, là, je pense, véritablement. Mais quand ils admettent qu'il y a 500 cibles aériennes qui ont été abattues, c'est un bel hommage à la qualité des troupes ukrainiennes. C'est-à-dire, ils se tirent une balle dans le pied, là. C'est-à-dire qu'ils avouent véritablement qu'ils ont un problème. Et parce qu'ils sont contraints d'avouer, parce qu'il y a ces images. Parce qu'il y a ces images. Au début, l'exploit, c'était d'avoir ciblé Belgorod avec un hélicoptère qui était à 30 km, etc. Après, ils ont réussi petit à petit à aller plus
plus loin. Et aujourd'hui, quotidiennement, à peu près comme font les Russes de l'autre côté, il y a 500, 600 cibles, 600 vecteurs qui sont lancés. Donc on n'est plus du tout dans le même rapport. Et donc c'est la preuve qu'on leur fait du mal. Et puis ce que je veux simplement dire, c'est très symptomatique. Il répond en disant on va prendre du territoire. Il répond avec une logique de micro-tactique de terrain face à la manœuvre stratégique de tir dans la profondeur des Ukrainiens. C'est-à-dire d'un côté on va vous prendre 1 kilomètre, on va vous conquérir Konstantinivka, très bien. Mais de l'autre côté, eh bien, eux, ils s'attaquent à l'économie russe, ils s'attaquent au pétrole, ils ont fait une attrition de 30%, donc ils s'attaquent à l'effort de guerre. Et donc, si vous voulez, d'un côté, il y en a un qui n'a pas tout à fait compris ce que c'était que la guerre, tandis que de l'autre côté, eh bien, comme l'ont fait les Iraniens, on s'attaque au secteur économique pour pouvoir les mettre à genoux. Et donc, il y a une vision stratégique chez les Ukrainiens qui est très très largement supérieure avec ce que nous dit Vladimir Poutine. Ouais. La seule chose qu'il est capable de nous dire, c'est ouais, je vais aller 2 kilomètres plus loin et ils vont voir ce qu'ils vont voir. Parce que non seulement il y a Saint-Pétersbourg, la raffinerie, mais il y a aussi Kronstadt et Peterov, qui est un des palais de Saint-Pétersbourg. Oui. On s'attaque à tout, là. On y va. Le Versailles de Saint-Pétersbourg. Et d'ailleurs, c'est là que le président de la République avait été invité pour la soirée après le forum. Donc le symbole est important, là aussi. Donc le symbole est effectivement important. Ce que voulaient les Ukrainiens, c'est que les Russes voient la guerre. Parce qu'on ne la voyait pas du tout à Moscou, à Saint-Pétersbourg pendant des années. Maintenant, ils ont davantage de moyens. Les frappes sont de plus grande ampleur. Avant, les Russes réparaient dans la journée quasiment toutes les installations qui avaient été frappées. Ce n'est plus le cas puisqu'ils doivent importer du pétrole de l'Inde et du Kazakhstan. Donc ça montre effectivement... C'est quand même le monde à l'envers. La Russie qui était un des premiers producteurs mondiaux. Dit, c'est le Sahara qui manque de sable. Parce que effectivement, le pétrole coulait à flot. Ou les réfrigérateurs au pôle sud. Mais il y a une obstination sur l'Ukraine. Poutine veut les 20% qui lui manquent dans la région du Donbass. Il considère qu'il a fait la guerre pour ça, pour soi-disant protéger la population russophone du Donbass contre un soi-disant génocide, et il ne cède pas là-dessus. Trump lui avait proposé un deal, ça aurait été une négociation sur la ligne de front que les Ukrainiens étaient prêts à accepter. Mais lui ne voulait pas, c'est ce qu'il a dit à Anchorage il y a à peu près 1 an. Et à l'époque, ses généraux lui disaient d'ici la fin de l'année, donc 2025, on aura conquis la partie restante du Donbass. Et là, Gerasimov, le chef d'état-major, continue de lui dire on va arriver à tout conquérir. Son but, c'est pas uniquement Konstantinivka, c'est effectivement Slaviansk, Kramatorsk, et aller jusqu'à la limite de ce qu'est la région du Donbass. Si on voit ces images aussi, c'est parce que les armements ukrainiens ont progressé d'une façon incroyable. Regardez ces images de Flamingo, donc c'est le missile ukrainien qui peut taper jusqu'à 3000 km. C'est ça. Théoriquement. Bon, allons-y, montrez-les-nous ces images. L'Ukraine est quand même allée à une vitesse incroyable pour développer tout ça. C'est nouveau. Le Flamingo, par exemple, je suis allé visiter l'usine la semaine dernière. Ah bon ? Le Flamingo, entre le moment où ils ont déposé le projet, juste l'intention, et le premier test, il s'est déroulé 11 mois. Vous prenez les programmes français, allemands ou britanniques, nous, on met plutôt 10 ans pour d'évidentes raisons. On n'est pas en économie de guerre. Voilà. L'Ukraine, c'est 40% de leur PIB, de leur richesse nationale, qui est dans l'effort de guerre. C'est proportionnellement 20 fois plus que la France. Vous prenez également les autres programmes de Flamingo, de Firepoint, qui produit les Flamingo. Ils en sont déjà à tester d'autres missiles qui vont taper de plus en plus loin avec une charge utile d'explosifs de plus en plus importante. Flamingo est déjà en train de se projeter dans leur R&D, leur recherche et développement vers de l'industrie spatiale. Ils en sont déjà là. Pourquoi ? Parce qu'il y a enfin l'idée qu'ils ont été dépendants des Américains, des Européens pour aller taper la profondeur du territoire russe. Maintenant, ils se disent que leur avantage stratégique principal, c'est ça. S'ils peuvent détruire l'économie russe petit à petit, c'est grâce à ça. Donc maintenant, ils mettent des milliards et des milliards par mois là-dedans. Oui, mais alors attendez, pardon, mais ils servent plus de la technologie américaine, de la technologie européenne, vraiment. Ils sont adossés. Vraiment. Mais le Flamingo, vous croyez pas que quand même il y a des sacrés liens ? Il n'y a plus de composants américains dedans, il y a des composants danois, apparemment allemands, mais même plus américains. Il se sert des Américains
notamment pour le renseignement, et également évidemment Starlink au niveau des troupes, mais pour les Flamingos, par exemple, c'est du 100% made in Ukraine et Europe. Oui, ce qui est aussi... Pardon, je t'ai coupé. Juste pour rajouter sur les chiffres qu'on voit là, justement, l'Ukraine, elle a augmenté sa capacité de frappe dans le territoire russe de 12 fois depuis le début de cette année seulement. On dit que, justement, les deep strikes, c'est vraiment dans la profondeur, allant jusqu'à 1000 km et plus, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu avec vous, le Saint-Pétersbourg, c'est 850 km à peu près. Alors, c'est pour vous dire que là, ce type de cible, c'était plus presque plus que 1000 cibles en fait qui étaient ciblées comme ça depuis le début de la guerre. Alors, c'est pas toujours, on peut dire, ça n'a pas toujours le succès, mais le succès, quand il y en a, on le voit. Par exemple, là, c'était Saint-Pétersbourg, ou bien à Oufa, c'est très très loin, c'est plus que 1300 km de la frontière ukrainienne, et les Ukrainiens ont tapé la raffinerie de pétrole 2 fois, la même, là-bas. Et c'est pas juste un seul exemple à part, il y a plusieurs exemples comme ça. Et juste la dernière chose sur ça, c'est que l'Ukraine est un des premiers pays d'Europe, de toute façon, ça c'est sûr, qui a un corps d'armée qui s'appelle justement les forces de Unmanned Systems, c'est tout ce qui est drone, voilà. Et on a le chef de cette partie de l'armée qui s'est prononcé justement sur la question en disant que l'Ukraine a la capacité de se projeter et ça va pas se terminer là. Regardez la carte, la magnifique carte avec la profondeur, avec les deep strikes. Justement, c'est tout ce qui va au-delà de 500 000 kilomètres. Mais quelle vitesse! Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Toutes les armées du monde doivent regarder ça. Oui, bien sûr, mais ça, on est capable de faire ça en cas de guerre. Nous, c'est comme les armements. Regardez, pendant la Première, Deuxième Guerre mondiale, on fait des bons phénoménaux parce qu'il y avait la nécessité absolue. L'arme nucléaire, notamment, n'aurait pas été développée s'il n'y avait pas eu la Deuxième Guerre mondiale. En tout cas, pas aussi rapidement. Mais moi, ce qui me fascine militairement, très franchement, je reviens là-dessus, c'est la vision stratégique ukrainienne. C'est qu'ils ont défini que l'économie, et notamment le pétrole, était le centre de gravité de la Russie, c'est-à-dire que si on arrivait à atteindre ce centre de gravité, on allait les affaiblir durablement. Vous bloquez l'armée, vous bloquez l'agriculture, vous bloquez les transports. Et pendant les 3 ans qui viennent de passer, ils ont mis leur industrie au service du développement de cette vision stratégique. Au début, ils n'avaient rien. Et petit à petit, ils ont réussi à développer les drones, des missiles, etc. Et au début, ils voulaient des HIMARS, ils voulaient des missiles Scalp, ils voulaient des Storm Shadow, etc. Et qu'on ne voulait pas leur fournir, et Tomahawk notamment, etc. Tu vois, ils ont essayé d'avoir à peu près tout. Et aujourd'hui, ils ont développé leurs propres affaires. Et ce qui fait la différence entre le centre de gravité de l'armée russe, en fait des Russes, qui est leur économie, mais qui est vulnérable, parce que les sites sont fixes et on sait où ils sont, on peut leur tirer dessus. Et le centre de gravité des Ukrainiens, c'est que les Ukrainiens, eux, s'adossent à l'Occident. Donc on peut pas cibler tout l'Occident. Alors que de l'autre côté, il y a quand même un certain nombre de sanctions. Ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, donc ils s'affaiblissent petit à petit. Alors que de l'autre côté, le vrai centre de gravité de l'Ukrainien, c'est adossé aux capacités occidentales, qui sont financières, mais qui sont aussi technologiques. Parce que quand on dit ça vient plus des États-Unis, ça vient du Danemark, ça peut venir de n'importe où en France, parce qu'on les aide. Et donc ça, à mon avis, c'est une force que n'ont pas les centres de gravité, sont absolument déséquilibrés en faveur des Ukrainiens. Mais question idiote, pourquoi les Russes font pas pareil? Ils ont la Chine et l'Iran. Non, mais pourquoi ils tapent pas déjà les raffineries de pétrole? Parce qu'ils ont un désavantage par rapport aux Ukrainiens, c'est que ils ont tapé un Naftogaz, justement, ils ont frappé des raffineries. Le centre de gravité des Ukrainiens, comme je viens de le dire, n'est pas en Ukraine. Il est beaucoup plus en arrière et il s'adosse véritablement aux capacités occidentales et pas simplement aux capacités ukrainiennes. Voilà, et c'est ça en fait la différence. Mais ce que les Russes font, ils tapent les infrastructures critiques en Ukraine, dont l'énergie, le secteur énergétique et tout ce qui permet l'économie de fonctionner, parce qu'encore une fois, c'est nos recettes, c'est-à-dire le peuple ukrainien, ce qu'il gagne, c'est les recettes qu'il gagne. Voilà, c'est ça qui va être investi dans l'armée. C'est pas financé directement par l'aide occidentale. C'est très important de souligner. Tout ce qui est l'aide militaire, c'est pour la production des armes ou autres, mais ça ne finance pas l'armée ukrainienne. C'est-à-dire que si les Russes tapent les infrastructures critiques, l'énergie, hier, ils ont tapé justement un site de Naftogaz. C'est un site de pétrole. Ils ont tapé beaucoup les gisements gaziers
gazier en Ukraine. Ça, c'était au début de cette année. Non, il tape justement contre nos infrastructures critiques pour affaiblir notre capacité économique aussi et humaine, parce qu'il tape beaucoup les villes et les civils de tenir. Oui. Alors, les Ukrainiens, parallèlement à ça, à Saint-Pétersbourg ou Moscou, pour dire à la population russe, si, la guerre, elle est là, c'est une réalité, continuent de taper le Donbass et la Crimée. Regardez ces images. Là, on a fait un petit montage sur les, par exemple, des MiG-29 qui ont été détruits par des drones ukrainiens. Donc là aussi, ils ont cette capacité-là d'être sur tous les fronts. Mais faut être complètement idiot aujourd'hui pour laisser des MiG-29 en Crimée. Ouais. On est à 100 ou 150 km des lignes ukrainiennes. Et franchement, franchement, quelle idée de laisser encore. Ils ont retiré leur bateau, ils ont bien fait, mais laisser des avions aujourd'hui en Crimée, à mon avis, c'est complètement crétin. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Crimée, ça sert plus à rien pour les Russes ? La Crimée, c'est plus une cible qu'autre chose. Non, la Crimée ne sert plus à rien. Et il y a le symbole politique, ils la veulent parce que ils le considèrent comme un des berceaux de la Russie. Enfin, ce qui est absolument faux, mais que c'est très important pour eux sur le plan symbolique, ils n'en seront vraisemblablement pas. Mais aujourd'hui, la Crimée a perdu son importance stratégique parce que la flotte a dégagé, parce qu'on ne peut plus y laisser rien du tout, et puis que ça devient, sur le plan d'image, quelque chose de désastreux. Aujourd'hui, on voit bien que les approvisionnements, la logistique ne passe plus, passe de moins en moins bien par le pont de Kerch, et puis par les ponts qui arrivent du nord, etc. Mais attendez, il y a ce qu'on appelle aussi l'autoroute de la mort. Absolument. Celle qui longe tout pour finir en Crimée, où c'est un désastre. Politique, c'est plus du tout un enjeu militaire, la Crimée. C'est un enjeu politique majeur pour Poutine. C'est juste de dire la Crimée est toujours à nous, mais bien sûr, et on peut rien en faire. On se rappelle sur le pont de Kerch, il était arrivé avec son camion, etc. Pour lui, c'est sa réalisation majeure, donc il peut pas y renoncer. Mais regardez par exemple cette fameuse autoroute de la mort qui doit ravitailler la Crimée en camion-citerne, en hommes, etc. Et toutes les infrastructures, les ponts les uns après les autres sautent et les chauffeurs de camions regardent en l'air pour voir s'ils sont pas la cible de drones. C'est-à-dire que plus rien ne marche. C'est un argument majeur pour toutes ces personnes qui ont dit la Crimée, vous allez jamais le récupérer. Vous vous souvenez au début de la guerre où on avait des estivants, des vacanciers russes qui étaient sur les plages justement. Et qui voyaient passer les missiles en disant on va peut-être y aller là. Oui. Et maintenant on voit tout l'inverse, c'est-à-dire tous ces vacanciers qui tous ceux qui ils sont plus là, les vacanciers. Installés. C'est-à-dire que les gens sont venus s'installer sur cette terre qui est soi-disant maintenant russe. Alors maintenant, ils ne veulent plus y vivre. Ce sont des Russes qui sont venus s'installer, même prendre des maisons des personnes qui ont dû quitter parce que c'était l'annexion. Et voilà, ils étaient tranquilles là, parce que Crim, c'était à eux, mais seulement, c'est pas le cas. On rappelle que c'est possible justement de reprendre les territoires en les rendant inutiles pour l'adversaire et je pense en regardant combien de temps il faudra pour que l'adversaire l'ennemi accepte de le rendre. On a effectivement eu 200 000 Russes, c'est littéralement de la colonisation, qui ont été invités par tout moyen à s'installer en Crimée, pendant qu'on dégageait notamment... Parce que pour eux, c'était la Côte d'Azur, la Crimée. Absolument, et puis on dégageait, ils finissaient les Russes de dégager les Tatars de Crimée, comme ils l'ont fait notamment à plusieurs reprises au siècle dernier. Mais je rappelle qu'au même moment en France, en 2023, on avait des gens qui disaient, attention, si les Ukrainiens devaient matraquer la Crimée demain, ce sera une ligne rouge, Poutine va péter les plombs, il y aura du nucléaire tactique, il va attaquer les Baltes. Et là, on voit que maintenant, la Crimée se fait humilier matin, midi et soir, que les Russes sont en train de la fuir massivement. Certains Ukrainiens disent que si le pont de Kerch n'a pas été frappé, c'est pour laisser justement la population fuir la Crimée en masse. Et il n'y a pas eu d'escalade russe de ce côté. C'est un piège, la Crimée, aujourd'hui ? Non, je ne dirais pas que c'est un piège, mais en tout cas, c'est un révélateur, encore une fois, du fait que toutes les fois, on a dit les Ukrainiens ne doivent pas faire ça, les Ukrainiens ne doivent pas frapper le territoire russe avec nos missiles. À chaque fois, les Russes reculent, et toutes les fois où on a voulu brider les Ukrainiens, on leur a juste fait perdre du temps. Et là, maintenant qu'ils peuvent se désinhiber sur le plan des armes et sur le plan des frappes de plus en plus loin, jusqu'à 1800 km de portée, eh bien, ça commence à payer ses fruits. Mais à porter ses fruits. Combien de temps on a perdu pour l'Ukraine depuis 4 ans là-dessus ? Piège ou pas alors ? Oui, en ce sens que ce qui fait la force de la Crimée, fait aussi sa faiblesse. C'est-à-dire c'est le caractère péninsulaire
qui fait qu'on n'imagine pas les Ukrainiens qui n'ont plus de marine débarquer, quoique pour y avoir une surprise majeure. Pas nécessairement une grosse opération de débarquement, vous savez que les Russes s'y préparent dans une certaine mesure. Alors là, j'abonde dans votre sens, puisque le ministre de la Défense, Andrei Belousov, étudie, vous voyez sur ces photos, une possible invasion terrestre par les Ukrainiens de la Crimée. Mais ce que les Ukrainiens sont en train de faire, me semble-t-il, là, c'est une manœuvre par étouffement, c'est-à-dire qu'en plaçant la péninsule sous un feu intense et en coupant la logistique, en ciblant les ponts, les nœuds ferroviaires, les autoroutes comme la R280, ils empêchent l'approvisionnement à la fois en hommes, en munitions, en matériel, mais aussi en vivres. Certaines sources parlent d'étals vides dans certains des supermarchés. Donc il y a de vraies difficultés. Ça provoque, si vous voulez, quand même des interrogations et des choix qui sont quand même difficiles pour le système russe, qui doit se dire, OK, on doit défendre Saint-Pétersbourg, on doit défendre Moscou, on doit défendre la Crimée, on doit défendre nos 40 raffineries, sachant que j'ai vu passer plusieurs chiffres, certains disent 12, moi j'ai vu également 16 raffineries sur les 40, donc 20-25% qui sont touchées. La guerre, on le dit souvent, c'est un affrontement des volontés. Ça fait trop de cibles pour les Russes. C'est aussi une gestion des ressources qui sont limitées, même quand vous êtes la Russie. Et donc, il y a une inquiétude qui est très très importante. Et là, dans cette fenêtre des 40 jours qui a été annoncée par Volodymyr Zelensky, il y a quand même... Donc une offensive de 40 jours. Oui, voilà. Il y a une quantité, vous rappeliez les centaines de munitions envoyées par l'Ukraine, qui sont très très importantes et très pénalisantes pour la Russie. Maintenant, l'Ukraine marque énormément d'essais. Est-ce qu'elle est capable de les transformer ? Parce qu'il ne faut pas oublier que l'objectif, il a été énoncé par Volodymyr Zelensky, c'est de dire à la fois à Vladimir Poutine, mais peut-être davantage encore aux gens qui sont autour de lui, maintenant, il faut négocier, mais pour de vrai. Il faut discuter maintenant, sinon ça va se passer de plus en plus mal. Et c'est quoi négocier pour de vrai ? On en reste là, la ligne de front, ou on recule ? À qui ça ? Pour qui ? Pour les... demander est-ce que les Russes reculent ? Mais les Russes ne reculeront pas, n'accepteront jamais de reculer, et dans tous les cas de figure, on ne peut les contraindre que par la force, ou bien les convaincre. Moi, je pense que vraiment ce qui attend ce pays, c'est une ligne de front figée, dans un premier temps, comme en Corée du Nord, Corée du Sud. La coréenne. Voilà. Mais je vois 3 secondes sur la Crimée. La Crimée, d'un point de vue militaire, c'est un paradoxe. C'est-à-dire qu'elle est à la fois facile à défendre, parce que elle est entourée d'eau, ils n'ont pas de marine, comme ça a été dit, et il y a l'isthme de Pérékop, il y a assez peu de moyens d'arriver par le nord, et donc en mettant assez peu de troupes, on arrive à défendre, si vous voulez, sur le plan terrestre, ça sera très difficile à envahir. Le paradoxe, c'est qu'elle est très vulnérable, pour les raisons qui ont été très très bien dites par Gallagher, c'est-à-dire qu'elle est facilement étranglable sur le plan logistique, et on se souvient, et sur le plan du ravitaillement, c'est-à-dire que le jour où il faudra la défendre militairement, ils auront du mal vraisemblablement à approvisionner leurs troupes, et ça risque d'être très compliqué. Et on se rappelle aussi que la Crimée, elle était au blanc, et elle est tombée pour ces raisons-là en 1919. Il faut pas l'oublier. Oui, bien sûr. Sébastopol, il y avait les Anglais, il y avait les Français. Moi, mon grand-père était à Sébastopol en 19, dans l'armée française, vous voyez. Alors, non, mais on sent que c'est dramatique pour les Russes, parce que la situation n'est jamais figée. C'est-à-dire, quand ils pensent avoir pris quelque chose et que c'était fait, non, tout est remis en cause en permanence. Là, oui, et puis la Crimée, ils auront beaucoup de mal, mais je le répète, elle n'a plus d'importance militaire, la Crimée. C'est un enjeu totalement territorial et politique. Oui, effectivement, c'est pas militaire. Quand il y a eu l'annexion de la Crimée, ça a valu à Vladimir Poutine un regain de popularité considérable. Et donc, pour lui, c'est pas envisageable de perdre la Crimée, que c'est un intérêt militaire ou pas. On dit en Ukraine, tout a commencé en Crimée et tout va se terminer en 2014. Justement. Et je pense que la Crimée, de ce point de vue, elle a quand même une symbolique très importante, forte pour la Russie et pour l'Ukraine également. Et c'est pas que le symbolique, parce que franchement, c'est notre territoire selon la constitution ukrainienne, mais aussi le droit international qui est reconnu par tout le monde, sauf Vladimir Poutine. Mais
je pense que effectivement, si on s'en prend en Crimée, c'est justement par rapport à cette symbolique très forte face à Poutine, mais également parce que on arrive à exploiter et tester certaines choses qui ont bien marché, comme justement les drones navals qui ont fait chasser toute la flotte russe de la mer Noire. Mais aussi pour les Russes, c'est une autre manière pour qu'ils se sentent qu'ils ne sont pas chez eux, chez nous. Parce que c'est pas chez eux. Alors, vous parliez des drones. Regardez, on a une image quand même aussi. C'est pas que des victoires pour les Ukrainiens. Le drone Hornet, qui paraît-il était le top de top, impossible à intercepter, qui vole avec l'intelligence artificielle. Les Russes ont montré une image comme quoi ils l'ont dégommé, ils l'ont intercepté. Allons-y. Смотри, сюда летит. Poum, général, et apparemment qu'avec une arme automatique. Oui, non, mais bien sûr, mais ça c'est le paradoxe. Enfin, vous savez, alors que c'est un drone hyper technologique. Mais bien sûr, mais c'est toujours vous savez, le dilemme entre la cuirasse et le canon, c'est-à-dire le canon perce la cuirasse, donc on fait une cuirasse plus forte, et donc après il faut faire un canon plus fort pour percer la cuirasse, et on refait une cuirasse plus forte, donc il n'y a absolument pas d'arme invulnérable. Il y a toujours une parade, véritablement. Maintenant, il faudrait voir. Moi, là, j'ai pas la réponse. Il faut voir si le fait qu'ils s'assurer que c'est bien Hornet, s'assurer que c'est pas une image de propagande et que effectivement ils l'ont abattu. Mais dans la pratique, personne ne peut dire que même les vecteurs les plus évolués produits par les Américains ou par les Occidentaux ont tous une faiblesse et peuvent être descendus. Même le F-35 peut être descendu, etc. Donc ça veut pas dire grand-chose dans la pratique. En tout cas, là, ça semble d'une facilité déconcertante. Oui. Alors là, je suis un petit peu étonné. Mais c'est possible, c'est très possible. Ouais. Même si on admet que ces images sont vraies, moi je me dis, c'est les temps de guerre où les choses se passent très rapidement. C'est-à-dire, on peut monter en Flamingo, par exemple, une missile en 11 mois, par exemple. En même temps, il faut la tester. C'est-à-dire que l'Ukraine représente aujourd'hui le meilleur, malheureusement, champ de test pour tout ce qui est la technologie haute technologie, medium technology ou autre. Et effectivement, ça peut foirer aussi. Ça fait partie du risque que vous prenez quand vous faites de l'innovation, surtout les temps de guerre. Regardez cette autre image à présent maintenant qui montre l'ampleur des pénuries d'essence en Russie. On est à l'extrême sud, à la frontière avec la Chine. Et vous allez voir les queues de voitures, mais ce sont des kilomètres de voitures, de camions qui attendent d'essayer de faire le plein. Voilà, bon. Alors, quand Poutine nous dit oui, il y a peut-être quelques pénuries dans certaines régions, là, on a l'impression que le pays est à l'arrêt. Parce que ces images-là, on les a dans un nombre de villes incalculable. Oui, Poutine a parlé de ramener la grandeur de l'URSS. Il ramène déjà les queues désormais pour aller chercher de l'essence. Bientôt, ce sera les queues pour chercher du pain, comme à l'époque soviétique. Désormais, ce sont les 3/4 des sujets territoriaux de la Fédération de Russie, des régions, des oblasts, qui sont concernés par des pénuries plus ou moins graves. Vous allez à l'autre bout de la Russie, de la région de Belgorod, ils ont rationné à 30 litres d'essence par personne. Tenez, alors on l'écoute, le gouverneur de Belgorod, et puis on vous redonne la parole après. Allons-y. Chers habitants, nous constatons des perturbations locales concernant la disponibilité et la distribution de certaines marques de carburant dans certaines stations-service. Dans l'ensemble, la situation reste stable et sous contrôle. Afin que tout le monde dispose de suffisamment de carburant, nous instaurons une limitation temporaire à 30 litres d'essence et 60 litres de gasoil par personne et par plein. L'essence doit être disponible et il doit y en avoir suffisamment pour tout le monde. Nous veillons à ce que chacun puisse faire le plein quand il en a besoin. La situation ne concerne pas uniquement notre région. J'adore, à chaque fois la situation est stable et sous contrôle. Oui, dans toutes les régions. On est 30 litres. On n'est pas les seuls. Notre région a des difficultés, mais pas les autres, et c'est ce que disent tous les gouverneurs sans exception ou presque. Donc il ne faut pas non plus surréagir, s'imaginer qu'il y aura un effondrement de l'économie russe demain. On lui dit depuis 2022, jusqu'ici l'économie russe ferait preuve de résilience, et malheureusement ils appellent ça le bardak, littéralement le bordel, d'un système D assez efficace. Cela dit, quand vous avez désormais la Russie qui en est, comme le disait Madame l'ambassadeur, à importer de l'essence. Pour vous prendre un exemple assez humiliant pour la Russie, le Kazakhstan a utilisé un langage humanitaire lorsqu'ils ont décidé d'envoyer 50 000 litres de gasoil aux frontières du Kazakhstan, parce que là aussi il y a des pénuries. Mais quelle humiliation, le Kazakhstan fait face à la Russie qu'il a toujours, on va dire, maternée,
en parlant de livraison humanitaire pour aider un géant pétrolier qui était encore il y a un an le premier exportateur de pétrole au monde et qui est dans des pénuries d'essence. Ouais. Mais là, on a envie de savoir, quand on voit ces images-là, le pays va être à l'arrêt parce que là, ça marche plus. L'essence va être est disponible, va être réservée pour faire fonctionner l'essentiel du pays. On peut penser, par exemple, que l'armée russe n'aura pas de pénurie. On peut penser que l'aviation aura du kérosène, vraisemblablement. C'est le russe moyen qui n'aura plus rien, qui aura du mal à se déplacer. Mais rien que l'agriculture, par exemple, si elle produit plus, qu'est-ce qu'il mange? C'est un souci. Peut-être que ça va être géré justement par priorité. Mais là, le russe moyen, c'est-à-dire celui qui se déplace simplement avec, qui n'a pas un usage professionnel, sera pénalisé. Le gros inconvénient, c'est que ça se voit. Et ça se voit, c'est-à-dire que là, la guerre est entrée clairement dans le quotidien des Russes. Et donc ça, c'est une vraie bonne nouvelle parce que Vladimir Poutine ne peut plus raconter n'importe quoi à son peuple. Oui, en fait, le kérosène, il y a des problèmes. C'est-à-dire l'aviation civile en Russie est touchée parce qu'effectivement, les avions ne peuvent plus faire le plein. Et vous avez des avions, par exemple, il y avait un avion d'El Al qui a annulé son vol sur Moscou parce qu'il ne pouvait pas, au retour, refaire le plein à la pour rentrer. cubaine. Et donc, c'est vraiment un problème. Il y a deux problèmes. Il y a ce problème-là, qui est un problème économique, qui génère de l'insatisfaction, parce que ça paraît complètement surréaliste dans un pays comme la Russie. Mais vous avez aussi les coupures d'Internet qui font que la population, aujourd'hui, est confrontée à la guerre, même à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Ça ne veut pas dire pour autant coupures d'Internet pour ne pas montrer certaines images. Alors, pour ne pas, à la fois pour ne pas montrer certaines images, mais surtout pour ne pas faciliter les frappes ukrainiennes qui utilisent le réseau russe. Ouais. Après, je pense qu'il faut aussi garder en tête que la population russe, dans la plupart des cas, ils ont vécu pire moment que ça. Ouais. C'est-à-dire que cette capacité de résilience, elle est là. Et il ne faut pas justement compter qu'ils vont se révolter contre le régime, non. Ils vont juste se dire, c'est encore une autre nuit, et alors c'est le mauvais Occident ou bien les mauvaises autorités locales qui n'arrivent pas à gérer la chose bien parce qu'ils n'arrivent pas à rationner bien ou à avoir en priorité le Hier, pétrole. on montrait quand même le témoignage d'une femme, mais qui disait Vladimir Poutine, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu ne nous aides pas ? Pourquoi on est dans cette situation ? Et on a vu des bagarres dans les stations-service. Hein. Ça, c'est vrai. Après, encore une fois, je ne pense pas que la plupart de la population va prendre une vidéo et va se filmer en disant Poutine, voilà, c'est toi qui a tort. Je pense regardez-les, ces bagarres-là. Alors, c'est gentil, mais... Oui, les bagarres, c'est normal. C'est pas la première fois qu'ils se bagarrent. Mais c'est un peu l'appel au bon tsar. Pensant que tout ça est de la faute des mauvais boyards, donc des autorités locales. Et c'est un peu un appel au secours à Vladimir Poutine. Mais pardonnez-moi, c'est d'une naïveté confondante. Ils en sont encore là. Mais surtout, l'esprit critique, il n'est pas là. En fait, la cause, l'effet, il n'y a pas. En fait, il n'y a pas un petit fil. En fait, et là, on fait la guerre contre l'Ukraine. Alors, c'est peut-être pour ça, en fait, qu'on n'a pas du fioul. Peut-être il faut arrêter ça. Ah non, mais ça passe pas. Voilà. Dans la propagande, elle travaille très bien pour couper tout le lien ou bien inhiber toute... Dans l'esprit russe, c'est quoi ? C'est les affreux occidentaux qui aident les Ukrainiens qui aident les Ukrainiens, que les Ukrainiens frappent plus loin. D'ailleurs, de Poutine, ce qu'il a dit tout à l'heure, il a dit on va continuer de frapper l'Ukraine. Je pense que lui, il cherche une escalade. Et il cherche une escalade pour viser les Européens. Et c'est pas juste n'importe quoi ce qu'il dit. Alors, ça, parce qu'il va essayer de briser tout le soutien que l'Europe apporte à l'Ukraine. Parce que ce soutien, il est indispensable. En fait, quand on écoute, si vous voulez, les réactions russes à ce qu'ils sont en train de subir et ce qui se passe sur leur territoire à l'intérieur de ces frontières internationalement reconnues, l'opération ukrainienne, dans une certaine mesure, c'est à la fois des sanctions longue distance, donc ces munitions qui vont taper très très loin dans le territoire, mais c'est aussi une opération, j'allais dire, de rééducation, qui les invite à faire un lien direct entre ce qui a été décidé par Vladimir Poutine, ce qu'ils font subir à l'Ukraine, et ce que eux subissent en retour. Et dans les témoignages qui nous parviennent pour l'instant, ce lien n'est pas directement fait. Et donc il y a une distance. Mais pardonnez-moi, ils sont idiots ou quoi ? Enfin, il y a un moment où il faut appeler un chat un chat. Ne se fait pas automatiquement parce qu'ils sont quand même enfermés, si vous voulez,
dans une bulle informationnelle où il n'y a pas tant de voix que ça pour l'expliquer. Écoutez, on agresse l'Ukraine depuis 2014. Ils ont décidé de faire rentrer la guerre à la maison. La maison, c'est nous. Qui est-ce qui a décidé ça? C'est Vladimir Poutine. En quoi ça sert nos intérêts? Donc ils font pas le lien de A vers B. Non, pas directement. Non, mais ils ont le sentiment que la Russie est une très grande puissance. Ouais. C'est ce que Vladimir Poutine a dit. Donc ils ne comprennent pas que en fait, la Russie ne gagne pas contre les Ukrainiens. C'est ça. Donc l'explication, c'est qu'évidemment, c'est parce qu'il y a une aide européenne ou occidentale, mais ils ne comprennent pas ça. Alors maintenant, il faut distinguer cette population des populations urbaines plus jeunes. Ceux qui sont opposés à la guerre ont été emprisonnés, d'autres font un gros dos, d'autres sont partis. Je pense qu'il y a une différence entre la population dans ces régions-là et puis... Avant de vous redonner la parole, regardez encore une fois cette séquence qui pour nous paraît mais surréaliste. C'est le maire d'un district d'Irkoutsk qui dit quoi à la population? Qui dit il n'y a plus de pétrole, marchez, allez à pied. Bonsoir chers amis, je rentre chez moi après le travail, à pied. Sérieusement, qu'est-ce qui se passe? Je conseille à tout le monde de noter la quantité d'essence qu'il reste dans son réservoir. Et tant que la situation ne sera pas normalisée, évitez de prendre la voiture sans que ce soit vraiment nécessaire. Il nous reste une certaine quantité de carburant, et soit nous la faisons durer jusqu'à l'arrivée du prochain ravitaillement, soit elle s'épuise 2 fois plus vite. Et imaginez par exemple une semaine sans essence dans toute la ville, une semaine sans essence du tout. C'est à ce moment-là que nous comprendrons vraiment la gravité de la situation. C'est surréaliste quand même. Marcher. Il parle de ravitaillement, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment un terme d'économie de guerre. Ravitaillement, on ravitaille pas. On approvisionne une station essence. Mais quand on commence à ravitailler une population, ça devient vraiment compliqué. Là, vous êtes la population russe. Vous êtes complètement dans la propagande la pire. Vous vous dites, il se passe quelque chose là. Là, je pense. On nous raconte peut-être des choses qui ne sont pas totalement vraies. Conscience collective, mais on se rappelle qu'ils se sont attaqués aux capacités de raffinage. On dit qu'ils en ont, ils ont réussi à oblitérer à peu près 30%. Ça veut dire qu'il y a quand même 70% qui fonctionnent. Oui, ça veut dire que l'économie russe dans son ensemble ne va pas être paralysée, en tous les cas, pas tout de suite. En revanche, quand il y a 500 vecteurs qui tombent tous les soirs sur la Russie, on peut penser que petit à petit, ça va s'amplifier et ils auront du mal de plus en plus à réparer leur raffinerie. Oui, ça c'est certain. Le pire, c'est que même s'il ne faut pas non plus tomber dans les clichés en s'estimant que tous les Russes sont habitués à la dure, etc., il faut voir à quel point il y en a qui revendiquent ça comme un motif de fierté. Quand vous en avez des nationalistes à la télévision qui commencent à dire c'est dans notre sang, dans notre ADN d'être habitué à la dure, contrairement en gros à ces mollassons occidentaux, on va affronter ça avec panache. Pendant 4 ans, le pouvoir russe a cultivé l'idée du village Potemkin, la guerre n'arrive pas chez vous et pas dans votre quotidien. Ils avaient parfaitement compris que les Russes soutiennent la guerre à une condition, c'est qu'ils ne sont pas mobilisés eux-mêmes et qu'ils ne payent pas plus pour l'effort de guerre. Maintenant que c'est intenable, on commence à dire, soyez des patriotes, vous êtes une génération qui va être durcie comme les précédentes. Et il y a un dernier aspect sur ça, c'est aussi de dire à quel point les Russes souvent ne veulent pas savoir. Je prends juste un seul exemple, il y a 3 semaines maintenant, quand il y avait des frappes à Moscou parmi les plus spectaculaires, il y avait quand même une dame sur le réseau social avec Tatier qui disait « Pourquoi les Ukrainiens nous font ça ? Qu'est-ce qu'on leur a fait ?» Mais elle est sincère, il y a des dizaines de millions de Russes qui se demandent pourquoi est-ce que les Ukrainiens vont aller frapper la Russie. Et à chaque fois qu'il y a des tentatives, y compris d'Ukrainiens, d'aller parler par des réseaux sociaux en Russie, de leur dire « Vous avez vu ce que vous avez à mon pays ?» Ils ne veulent pas savoir. Mais c'est intéressant. Ils s'en foutent, ils s'en balancent. Mais c'est incompréhensible. Ils n'ont pas compris que la Russie avait envahi l'Ukraine. Le narratif est inverse. C'est la Russie avec son complexe occidental qui est agressée. L'OTAN a avancé petit à petit et la révolution de Maïdan. Les Ukrainiens sont des fascistes. La révolution de Maïdan, c'est un coup d'État face à un gouvernement légitime qui était pro-russe, etc. Donc c'est l'inverse. L'agresseur aujourd'hui, c'est l'Occident. Toutes les fois où j'ai parlé à des Russes, à chaque fois que j'essaie de parler, par exemple, des massacres à Irpin, à Boutcha et Mariupol, à chaque fois c'est soit je veux pas y croire, soit oui mais quelque part, ils l'ont mérité. J'ai jamais vu de prise de conscience en 4 ans en ayant ces négociations. Je me trompe peut-être, mais dans chaque discussion, je n'ai jamais vu une volonté de savoir ce qu'il se passait et ce que leur pays faisait. Parce qu'accepter de dire que justement il y a quelque chose de mal qui se passe en Ukraine et c'est nous qui sommes à l'origine de ça, c'est accepter la responsabilité pour les crimes de guerre de ton propre pays dans ce pays-là. Et je pense qu'il y a un déni psychologiquement
Tu bloques et tu peux pas faire ça. Bah, au moins, c'est pas la première fois que Russie fait preuve de ce type de déni. Toute l'information est contrôlée aussi en Russie, à part certains jeunes qui ont accès à des VPN et qui sont probablement les plus hostiles. Tous les autres écoutent la télévision et lisent des journaux qui ont un récit unique. Ouais. Gallagher. Non, j'aime bien la formule de notre ancien ambassadeur, M. Lévy, à Moscou, qui dit que les Russes veulent pas trop s'informer sur cette guerre. En revanche, ils veulent être certains que leur pays ne la perde pas. Donc il y a cette idée d'une distance où il se passe quelque chose. Et là, ce qu'ils sont en train de subir, en l'occurrence, ne ressemble pas du tout à la victoire. Donc je pense qu'il y a cet aspect-là aussi de cet élément un peu, j'allais dire, gazeux, distant, lointain, qui les perturbe. Mais si ça se poursuit, et je pense que c'est pour ça qu'on voit quand même une sorte de suractivité du côté de Vladimir Poutine, qui se grime en militaire, qui réunit les grands chefs à plumes autour de lui pour un conseil de sécurité exceptionnel, qui prend la parole dans, j'allais dire, un format un peu différent de celui de la réunion avec les grands chefs, où il y a la reconnaissance d'une part de la réalité, mais tout cela est retravaillé, soit comme le disait cet édile, écoutez, vous êtes russe, allez, avancez avec votre vie et travaillez un petit peu, ça va passer, c'est rien, c'est juste une pilule un peu amère. Soit il y a une distance qui est mise entre lui et la survenance de ces événements. En gros, c'est la faute des gouverneurs, ça va être réglé à coup de licenciement, de menaces, de limogeage, etc. Mais si les Ukrainiens, et là il y a une vraie interrogation, arrivent à maintenir cette dynamique historique, et ça c'est pas simple, industriellement et militairement, quelque chose va finir par craquer. Quoi et quand ? Ça, c'est évidemment. Je vous montre une autre image qui est intéressante. C'est celle des cartes où on voit normalement les stations d'essence qui sont rouges ou vertes, c'est-à-dire en pénurie ou qui a encore de l'essence. Que font les Ukrainiens ils les changent. Ça, c'est quand même assez génial. C'est-à-dire que les petits génies en informatique sont rentrés dans le système et vous mettent des cartes avec la station en vert. Donc, ils y vont tous, les Russes, et ils s'aperçoivent qu'en fait, il n'y en a plus d'essence. C'est ce qu'on appelle du PsyOps, donc Psychological Operations, c'est-à-dire, là, on agit directement sur la population. C'est de la cyberattaque directe. D'abord de la cyberattaque, c'est bien sûr de la guerre hybride, mais on agit sur la population, c'est-à-dire sur le mental de la population, sur la psychologie de la population, c'est-à-dire qu'en faisant ça, on veut s'assurer que la population, petit à petit, va avoir de plus en plus ras-le-bol. C'est la carte de Moscou, tout est pratiquement rouge maintenant. Et pourquoi on le fait encore une fois, juste pour rappeler, c'est justement pour rappeler que aux populations que la guerre elle est beaucoup plus proche de chez vous que ce que vous pensez, et que il faut justement, on revient à le message de Zelensky, on voudrait que cette guerre s'arrête, mais pas n'importe quelles conditions. Venez, on va commencer à parler. Et ce qui sera sérieux de la part de Poutine, c'est de ne pas sortir. Venez à Moscou, on va parler. Voilà, on commence par là. On change du ton. Voilà, je pense que c'est un peu ça vers quoi les Ukrainiens tendent avec ces 40 jours d'attaque comme ça dans la profondeur, avec toutes ces opérations. C'est justement parce que les Ukrainiens sont les premiers pour vouloir en fait que cette guerre s'arrête, mais pas n'importe quelles conditions. Mais j'ai envie de vous dire, quand est-ce qu'il y aura vraiment le feu au lac ? C'est-à-dire quand est-ce qu'il y aura un espèce de basculement où Poutine dira c'est plus possible, on tient plus, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus c'est un poison lent. On n'y est pas. D'abord, lui, il ne le fera jamais. Il faudra, à un moment, il y aura peut-être son environnement qui lui dira ça suffit. Mais lui, il le fera jamais. À mon avis, il est verrouillé intellectuellement parce que cette guerre, il ne peut plus la perdre. Donc lui, il va aller de l'avant et il n'entendra rien. Ensuite, rappelons-nous quand même que c'est un pays de 17 millions de kilomètres carrés. Il est quand même, il n'a pas que des ennemis, c'est-à-dire il peut encore se ravitailler vraisemblablement, peut-être par l'Inde, par la Chine. Il a quand même. On dit même le Japon. Même le Japon qui est proposé dernièrement. Le kérosène japonais. Donc, avant d'étrangler un pays qui est assis sur un tas d'or en matière première, il va se passer du temps. Là, je crois qu'il ne faut pas attendre. C'est un poison de long terme. C'est pas le temps de la guerre, le temps économique. Et je pense que quand il n'y a plus de pétrole et que vous voyez des kilomètres de queue de voiture, et puis il n'y en avait plus non plus en Iran, et puis ça s'est pas passé comme ça. Comme je disais tout à l'heure, même on dit qu'on a oblitéré 30% de leur capacité. Il reste 70% quand même. Donc, et si à 70%, elles seront pour
sur l'armée, dans tous les cas de figure. Donc la guerre continuera dans tous les cas de figure. Et c'est le Pékin moyen, comme on dit à l'armée, là, qui dans sa voiture, qui lui souffrira, c'est sûr. Et l'autre basculement à attendre de Poutine, c'est qu'il ne faut pas non plus être trop triomphaliste. Avant que Poutine en vienne vraiment à ployer le genou, il faut plutôt s'attendre à ce qu'il fasse ce qu'il a toujours refusé de faire, c'est de la mobilisation de plus grande ampleur. Il s'était frotté de manière pondérée fin 2022, 300 000 Russes mobilisés, 800 000 ont fui le pays. Là, il faut s'attendre, et on a déjà des signes qui montrent ça, à ce que le pouvoir tente de mobiliser beaucoup plus massivement dans l'idée d'écraser l'Ukraine une fois pour toutes. Jusqu'ici, il ne voulait pas le faire parce que c'est très impopulaire, mais s'il a le sentiment que ça y est, l'opinion commence à décrocher et qu'il n'a plus le choix, il va d'abord sans doute tenter ça avant d'entrer dans des négociations, malheureusement. C'est vraiment une solution de dernier recours, parce que depuis le début, il fait tout pour éviter une mobilisation générale. Donc, c'est le dernier quart. Absolument, on n'est pas on là, a vu on a montré des scènes, moi je me souviens, c'était lundi dernier, on voyait un espèce de recruteur de l'armée russe se faire chasser par la population. Oui. On n'est pas avec toi, là. Mais d'ailleurs, tout au début, quand il y a eu des mobilisations, il y avait des réactions. Le feu a été mis à des centres de recrutement et autres. Ils n'ont absolument pas envie d'y aller. Dans les sondages, c'est 30% des Russes qui veulent et 70% contre. Donc, Non, il y a un acteur qui peut être malheureusement majeur dans cette équation dont on n'a pas encore parlé ou évoqué le nom, et c'est peut-être une bonne chose, et sur lequel Vladimir Poutine mise, je pense, pour se sortir de cette ornière, c'est Donald Trump. Qui a montré dans un passé pas si lointain, on n'en parle plus, mais un vif intérêt pour les ressources russes, les opportunités qui pourraient se présenter à lui, à sa famille et à des membres de son équipe. Et Vladimir Poutine, il a cette carte-là, il le sait. Et il peut la jouer. Il l'a dégainée il n'y a pas si longtemps. Rappelez-vous le nombre de réunions qu'il y a eu à côté de Mar-a-Lago, en Floride, chez Steve Witkoff, à Anchorage, en Alaska, etc. Donc je pense qu'il y a cette idée-là aussi qui trotte dans la tête de Vladimir Poutine. Il y a eu une déclaration du Kremlin, je crois, il y a une semaine, en disant, écoutez, une délégation américaine va revenir en Russie, on attend simplement, je cite, qu'ils terminent leur affaire en Iran. C'est ça. Ce qui était une manière de dire, nous, on a les mains libres, on est tout à fait disposés, eux, ils ont l'air un petit peu pris, ça n'a pas l'air de se passer très bien. Mais quel pourrait être le rôle de Trump là-dedans ? De dire aux Ukrainiens, vous arrêtez, et ça avait été fait. Les Ukrainiens arrêteront. Mais alors, vous oubliez que à l'époque, Joe Biden, il fait envoyer Jake Sullivan, son conseiller à la sécurité nationale, pour dire aux Ukrainiens, les frappes sur tout ce qui est énergétique en Russie, ça suffit. Parce que nous, on a une présidentielle qui arrive, le prix à la pompe, il est en train de monter dans le Midwest, et ça, c'est pas bon pour nous, donc vous arrêtez. Ça avait fuité dans le FT, me semble-t-il, ça avait fait un scandale. Et Donald Trump, on n'en est plus là. C'est Joe Biden. Alors, il y a une part d'autonomisation des Ukrainiens, mais je vous noterai, me semble-t-il, on a eu un G7 à Évian, Volodymyr Zelensky était très demandeur de cet entretien en bilatéral avec Donald Trump de 20 minutes qu'il a tenu. Et par ailleurs, si vous regardez les messages qui ont été envoyés à l'occasion des 250 ans des États-Unis, celui de Volodymyr Zelensky est très explicite sur ce qu'il attend des États-Unis, ce dont il a besoin. Il n'est pas du tout en train de balayer d'un revers de la main, malheureusement, pourriez-vous penser et dire, l'aide américaine. Mais je pense pas qu'en fait le fait que Zelensky déploie un peu les mots devant les États-Unis, ça veut dire que par exemple, si jamais les États-Unis nous disent aux Ukrainiens, vous tapez plus parce que moi j'ai des affaires à faire, que les Ukrainiens vont arrêter de taper. Si cette autonomisation nous permet de continuer de taper, là il y a la question, c'est Starlink et c'est tout ce qui est l'intelligence, c'est tout ce qui est les renseignements qui pose problème. Mais effectivement, moi je trouve que ça serait la fin de l'État ukrainien. Et ça va être jamais accepté, ça va être très très coûteux pour Zelensky. Je vois pas comment il peut habiller une telle deal pour la population ukrainienne. Ça va pas je vous coupe parce qu'on apprend à l'instant que Donald Trump et Volodymyr Zelensky ont eu une conversation au téléphone. Ils se sont appelés, là, maintenant, selon un journaliste d'Axios. Et ils ont parlé de la situation sur le front et diplomatie. Bon, est-ce que ça commence pas à être un peu le début de quelque chose qui... Donald Trump, il aime les winners. Il y a un élan, un momentum, comme on dit, qui est du côté des Ukrainiens. Ça n'a pas échappé à Donald Trump. Il y a
un énervement par rapport à Vladimir Poutine en ce moment. Je pense que ce n'est pas un hasard si le Daily Telegraph a une info sur le renseignement américain la plus intéressante, qui est en train de dire aux Polonais, attention, les Russes travaillent sur plusieurs scénarios. Donc Donald Trump est en train de dire à Vladimir Poutine, parce que je rappelle que ça faisait quand même partie des dossiers qu'il avait promis de régler en 24 heures, maintenant ça suffit la comédie, il faut y aller. Après que Volodymyr Zelensky l'appelle aujourd'hui, je le redis, on ne sait pas qui a appelé qui pour l'instant. Ou je pense que c'est Volodymyr. Il se parle. Mais ce que l'on peut espérer du fait de se parler, ce qui est une bonne chose si on se parle, au maximum c'est un cessez-le-feu et de longue durée sur les lignes de front actuelles. C'est le maximum que l'on puisse espérer. Car Vladimir Poutine n'acceptera jamais de perdre les oblasts qu'il a annexés de facto à la Fédération de Russie, bien entendu, de manière tout à fait illégale. Et de l'autre côté, il est impensable que Zelensky acte officiellement, par un traité de paix, l'abandon des provinces qui sont temporairement occupées. Attendez, ça n'est pas possible. Il y a un autre scénario possible. Maintenant, ça dure depuis 1953 en Corée du Nord, Corée du Sud. Ça peut durer très très longtemps, ce genre de choses. Il y a un autre scénario possible qu'évoquait à l'instant Gallagher, c'est une espèce de fuite en avant, de folie de Vladimir Poutine. Regardez ce que révélait le Daily Telegraph. C'est un scénario, 4 scénarios même, d'une Russie qui attaquerait la Pologne. Bon, quels sont-ils ces 4 scénarios? On va les voir les uns après les autres. Alors, allons-y. Les drones, les infrastructures critiques qui tomberaient sur comme vous le dites, les infrastructures. 2, une simulation d'attaque massive aérienne. 3, une incursion terrestre. Ça, c'est peut-être possible aussi. Et 4, à partir de Kaliningrad, voire des pays baltes. Et puis 4, une attaque sous faux drapeau. C'est-à-dire de faire croire que c'est les Ukrainiens qui font l'histoire. Vous y croyez, ça? Alors, je pense que tout ça sort parce qu'il y a dans quelques jours le sommet de l'OTAN. Et pour mardi, mercredi à Ankara. Inciter les pays à se réarmer. Mais je pense que si Vladimir Poutine voulait tester l'OTAN, alors qu'il est dans une situation militaire qui n'est pas facile pour lui, il ne s'attaquerait pas à la Pologne, qui est le plus gros morceau, qui est la plus armée. Et s'il y a des doutes sur Narva, sur les pays baltes, je pense que si la Pologne était attaquée, les pays, en tout cas de l'Union européenne, interviendraient. Donc je ne pense pas que c'est la Pologne, dans ce cas-là, qui serait visée. En plus, c'est pas son intérêt, parce qu'il y a des tensions assez fortes actuellement entre la Pologne et l'Ukraine sur l'affaire Melnik, et la responsabilité dans les massacres de Volhynie. Il y a des échanges qui ne sont pas très aimables. Donc l'intérêt de Poutine est de laisser, au contraire, se développer. Mais de voir comment les Occidentaux réagissent. Oui, mais pas sur la... Non, mais une provocation, une provocation, oui. Je suis absolument d'accord avec ce qu'il vient de dire. Pour moi, c'est grotesque. Voilà. Ils dépensent 4%, ça va devenir pour leur PIB. Ils vont devenir la plus grosse armée d'Europe sur le plan conventionnel. Et donc, s'attaquer directement à eux. Oui, faire des provocations, mais de basse intensité, pour voir comment l'Europe ou l'OTAN réagit et est solidaire dans les pays baltes. Ça me semble quelque chose d'assez cohérent. Mais de toute manière, il a quand même d'autres problèmes à régler que de commencer à nous gratter le menton. Je pense que. Mais est-ce qu'il a les moyens d'être sur un deuxième front? Mais il fera pas un deuxième front. Je pense que ce qui est intéressant pour lui, c'est de nous tester. C'est-à-dire, est-ce que, j'allais dire militairement, est-ce qu'on a que de la gueule, ou bien est-ce que s'il se passe quelque chose, on est prêt à y aller? C'est ça la vraie question. La rationalité du pourquoi s'il le ferait alors qu'il est encore occupé en Ukraine, c'est ce qu'on appelait la désescalade par l'escalade. C'était une formule soviétique pendant la guerre froide. L'idée, dans ce scénario, qu'ont déjà beaucoup évoqué les Baltes ou encore les Finlandais, c'est que pour que nous, on lâche l'Ukraine, eh bien, les Russes feraient monter les enchères, nous placeraient dans la situation où on se dit, ils ont envoyé des drones, par exemple, en Estonie, et nous, on ne sait pas si on va invoquer l'article 5. Tout est en train de dégénérer à cause de l'Ukraine. Laissons-les tomber, tant pis, la Russie menace de la guerre. C'est trop dangereux. Sauf que ça, j'y crois pas spécialement. Le scénario qui est beaucoup plus évoqué, l'idée que dans les 2 à 3 ans suivant une paix en Ukraine, la Russie testerait l'OTAN avec des moyens beaucoup plus conséquents, ça me paraît plus probable. Or, encore une fois, la meilleure manière d'éviter ce scénario, c'est de lâcher totalement la bride aux Ukrainiens pour qu'ils affaiblissent suffisamment la Russie pour qu'elle-même
n'est jamais à tester l'OTAN en se disant que le jeu n'en vaudra pas la chandelle et qu'elle n'a pas la capacité de se régénérer pour nous tester dans les prochaines années. Alors, autre information, ça n'arrête pas de tomber. Poutine a lui-même appelé Trump pour le féliciter. Alors ça, c'est du 250e anniversaire de l'indépendance américaine. Et en même temps, ils ont parlé quoi ? Ils ont parlé, évidemment, des champs de bataille et de la diplomatie. On sent qu'il se passe quelque chose, là, quand même. Pardonnez-moi, mais Zelensky et Poutine qui appellent Trump, lui qui répond, c'est un peu un appel au secours de l'Amérique, non ? Oui, non, absolument, mais à partir du moment où Donald Trump considère que l'affaire iranienne est terminée, effectivement, il peut revenir sur le dossier ukrainien. Et de toute façon, quelles que soient les positions de Trump, il n'empêche que s'il y a un accord, ça passera quand même par Trump. Ouais. C'est lui qui sera à la manœuvre. Je vous fais écouter Vladimir Poutine, qui là aussi met en cause les pays occidentaux et dit on va analyser quels sont les pays européens les plus impliqués dans l'aide à l'Ukraine. J'ai lu en juin dernier que des dirigeants européens avaient applaudi les innovations ukrainiennes en matière de drones. On parle de cibles civiles. Est-ce que je dois comprendre que ces mêmes dirigeants européens encouragent des frappes sur des dortoirs étudiants, sur des civils ? Il va y avoir une analyse précise, continue de l'implication de chaque nation dans la poursuite de la guerre en Ukraine. Une analyse de l'implication de chacune d'entre elles dans les opérations de combat va être réalisée. Nous avons besoin de cette analyse pour pouvoir prendre des décisions responsables à l'avenir. Bon, c'est une menace à peine voilée, ça. Oui. Dire quels sont les principaux pays européens qui aident le plus l'Ukraine. Ce qui est intéressant là-dedans, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il s'aperçoit aujourd'hui qu'il ne peut pas atteindre le centre de gravité ukrainien, car ce centre de gravité est adossé à l'Occident et qu'il ne peut pas bombarder l'Occident, il ne peut pas atteindre l'Occident comme les Ukrainiens peuvent atteindre son propre centre de gravité qui est au cœur de la nation russe. Et donc là, il y a véritablement un sentiment d'impuissance. De véritable impuissance. C'est-à-dire que la vraie puissance ukrainienne, c'est justement d'avoir accès aux composants, peut-être au savoir, à l'aide financière, etc. Et donc, cette puissance qui est à l'ouest, eh bien, elle est hors de teinte aujourd'hui. C'est le vrai centre de gravité de l'armée ukrainienne, c'est ça aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la France aide trop les Ukrainiens, donc on va cibler la France. On s'en est jamais caché. On leur a passé 90 milliards d'euros et on leur vend du matériel et on coopère avec eux. Mais aujourd'hui, oui, effectivement. Puis on a fait combien de paquets de sanctions ? Moi, je les compte plus. 21, donc, donc effectivement, on aide l'Ukraine très activement. Et donc, mais il est en train de vouloir faire un palmarès des pays européens qui aident le plus l'Ukraine. C'est surtout un vrai constat d'impuissance dans ce qu'il dit là. C'est-à-dire, voilà, ce qui fait la vraie puissance de l'Ukraine, je ne peux pas l'atteindre. Et c'est ça qu'il faut retenir là-dedans. Et c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Il prend une position de tsar qui est en train de dire, moi, je vais comprendre, en fait, je vais faire de l'ordre dans tout ce qui se passe et je vais rétribuer les différents sujets, en fait, en fonction de comment je pense ce qui est le meilleur. Et effectivement, il y a l'Ukraine, la Russie ne peut pas, et Poutine ne peut pas admettre qu'il est en train de perdre ses buts de guerre, contre ses buts de guerre en Ukraine, et ce sont les Ukrainiens qui le font perdre. Pour lui, l'Ukraine, déjà ça n'existe pas, hein, il faut le dire, mais aussi c'est que parce qu'il y a des Occidentaux, l'Ukraine, elle peut faire ça. Moi je dis, l'Ukraine, certes, elle peut faire ce qu'elle fait aujourd'hui parce qu'elle a su mobiliser les Occidentaux pendant 5 ans, de les convaincre qu'on peut faire ça ensemble. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui là. C'est pas l'inverse. En plus, il ment, Poutine, parce qu'il dit, soi-disant, les Ukrainiens qui ciblent les sites civils. C'est faux. C'est complètement faux. Et les dortoirs, c'est justement l'inverse qui se passe, c'est parce que c'est la Russie qui cible les sites civils en Ukraine. Ce qui est vrai, c'est que Poutine menace l'Europe, et pas pour la première fois. Il va continuer de le faire jusqu'à ce qu'il réussisse ou arrêter toute cette aide à l'Ukraine, parce que c'est ça qui fait c'est intéressant, c'est que là, n'est pas content de cette ils appellent l'Ukraine et dire je suis pas dupe.
c'est l'Europe qui m'attaque. C'est par leur technologie, c'est l'Europe qui attaque la Russie. Oui, puis il disait déjà il y a 2 ans que si on laissait l'Ukraine frapper le territoire souverain de la Russie avec nos missiles, il s'en prendra à nous. On attend toujours, c'était il y a 2 ans. On attend aussi que Paris soit réduit en tas de cendres radioactives toutes les fois. Ils nous ont promis qu'ils le feraient. Mais puisqu'on parle de palmarès, faut dégonfler un mythe. C'est qu'on a souvent l'impression en France qu'on est parmi les premiers soutiens de l'Ukraine. Il faut rappeler une chose, c'est que quand on regarde le soutien bilatéral de la France, je ne parle pas de la contribution au soutien via l'Union européenne, la France a donné moins que le Danemark, les Pays-Bas, la Suède. On est un des pays parmi les grandes puissances européennes qui donnent le moins. L'Allemagne va donner 12 milliards cette année. Nous, c'est même pas 300 millions. On donne moins pour l'Ukraine dans le prochain budget que le remboursement des cures thermales. Il y a un moment où, quand on pense qu'on est en train de se saigner... La comparaison est osée. Ouais. La France qui veut être leader militaire en Europe... Ouais. Sur le soutien à l'Ukraine, on ne l'est pas du tout et on est en train de le payer gravement en termes d'influence. Ouais. Réaction là-dessus ? Non, ce que j'allais dire, si vous voulez, c'est que, et ça fait le lien avec la séquence sur la menace pesant sur la Pologne, il faut quand même faire attention à cette idée de l'escalade horizontale. C'est-à-dire que, clairement, la Russie est à court d'idées. Ouais. Et on le voit, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a une vengeance qui est promise à l'Ukraine, elle fait payer très cher aux civils les réussites ukrainiennes en tirant des missiles balistiques de croisière et des drones par centaines. En revanche, sur les tests nous concernant, puisque c'est le sujet qu'on est en train d'aborder, faut pas oublier que la Russie a ciblé la Pologne. Il y a eu des morts en Pologne. Il y a des drones qui sont tombés en Pologne, il y a des missiles qui sont tombés en Pologne. Alors à chaque fois, ils vous disent c'est parce que c'est la défense antiaérienne ukrainienne qui les a déviés. Oui, alors pas de me raconter ce qu'on veut. Rappelez-vous quand même de ce moment, je crois qu'il y avait un G20 qui se déroulait à Bali. Et rappelez-vous cette fameuse photo de tout le monde autour de Joe Biden en se demandant si c'était le début de la Troisième Guerre mondiale, parce que ça y est, on y était. Et donc, effectivement, Vladimir Poutine, qui est en train de chercher des idées, peut, et ça les Ukrainiens le font, je crois, assez bien en ce moment, chercher où se situent les faiblesses en face. Clairement, elles ne sont pas du côté de l'Ukraine, les faiblesses, pas pour le moment. Et donc, peut-être aller voir ailleurs si c'est pas ça qui ferait trembler le château de cartes. Parce qu'encore une fois, c'est pas nous, occidentaux, qui nous faisons un film. Écoutez le Premier ministre polonais, Donald Tusk. Oui, qui confirme. La Pologne se prépare de manière très intensive à divers scénarios. Je n'ai pas l'intention d'effrayer qui que ce soit. Mais les mois à venir, notamment en raison de l'évolution de la situation en Ukraine, pourraient s'avérer véritablement critiques. Ces inquiétudes sont particulièrement palpables dans les pays baltes. Je le répète, nous sommes conscients des menaces, notamment grâce aux informations fournies par nos alliés. Bon, il est pas fou cet homme-là. Il est en première ligne. Il est pas fou, il est en première ligne. Et puis quand on se rappelle quand même que la Pologne, au cours des 250 dernières années, a eu 50 ans de liberté, et notamment a été mis en coupe réglée par les Russes jusqu'à la guerre 14. Et son territoire revisité en permanence. Depuis la fin du XVIIIe siècle, ça a été partagé entre la Prusse et puis la Russie. Ça a duré jusqu'à la Première Guerre mondiale, et puis qu'ils sont revenus quand même en 45. Ils l'ont en 39 avec le pacte de non-agression. Ils ont envahi l'est de la Pologne. Ils ont grignoté une partie de la Pologne à tel point que la Pologne s'est décalée vers l'ouest après la Deuxième Guerre mondiale. Donc on peut penser qu'ils leur en veulent. Donc eux, ça les fait pas rigoler. Ils sont en première ligne et ils ont raison. Et ils parlent de scénarii. Eh bien, effectivement, c'est le boulot des armées d'envisager le pire et de s'y préparer, même si ça n'arrive pas. C'est souvent parce qu'on s'y prépare que ça n'arrivera pas. Ouais. Alors deux choses au sujet de la Pologne, c'est que certes sur le constat, il faut prêter attention, d'autant plus que ça fait depuis 2008 qu'en Pologne, il disait, regardez, les Russes ont attaqué en Géorgie, ils lorgnent sur l'Ukraine, attention. Et en France, on disait, mais ça, c'est au choix de la russophobie atavide des Polonais et des Baltes qui se font des menaces imaginaires, ou alors c'est juste pour être les bons élèves de l'OTAN, ils veulent reprendre la propagande anti-Russie des anglo-saxons. Ils ont dit que Poutine envahirait l'Ukraine, les dirigeants français et allemands n'y croyaient pas trop, ils ont eu raison, mais cela dit, quand vous prenez l'attitude très décevante de la Pologne ces derniers mois, il y a une controverse mémorielle, c'était Madame l'ambassadeur, extrêmement grave. Zelensky a été plutôt maladroit, mais en représailles de cela, le président polonais Nawrocki est en train de bloquer l'aide militaire à l'Ukraine. Or, les Polonais étaient parmi des leaders du soutien à l'Ukraine au début de la guerre, alors que maintenant, ils ont l'ours russe à leur porte, ils sont totalement en retrait. Et ça, c'est d'autant plus dangereux, c'est que la Pologne, qui avait tout pour être un leader dans la résistance face à l'agression russe,
est en train de freiner des quatre fers au pire moment. Oui. Qu'est-ce qu'on fait ? La Pologne est attaquée. Qu'est-ce qu'on fait ? On réagit ? Là, je pense, d'abord, normalement, il y a automaticité. Article 5 OTAN ? Non, même pas article 5 OTAN. L'article 5, vous savez, on discute. Ouais. Et ça, alors on vous dira toujours qu'on n'est pas certain. Par contre, l'article 42.7 de l'Union européenne, c'est un article automatique qui est beaucoup plus contraignant que l'article 5. Et il est inenvisageable que si la Pologne était attaquée, il ne se passe rien. Ah bah là, ils ont 300 000 soldats, ils vont y aller. Hein. Allez, 23h33 sur LCI. Si vous le voulez bien, nous allons où ? Nous allons aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que ce sont les cérémonies du 250e anniversaire de l'indépendance américaine. Regardez ces images, alors là, qui nous proviennent de New York, c'est la France, avec ce ballet aérien, puis il y a eu une parade navale. À Washington, il n'y a pas eu grand-chose. Pourquoi ? Parce que canicule, plus de 40 degrés, donc une immense partie des cérémonies ont été annulées. Hélène Bollet, vous êtes dans la capitale fédérale américaine. Qu'est-ce qui se passe autour de vous ? Est-ce qu'il va y avoir tout de même des festivités ou pas ? Oui. Alors que vous êtes encore une fois sous plus de 40, on imagine ? 46. Oui, c'est ça, entre 43 et 46 degrés ressentis, c'est ce qu'annonçait la météo. Et je peux vous dire, pour être sur place, et vous voyez, j'ai même un petit ventilateur, c'est absolument insoutenable quand on est au soleil. Alors, malgré tout ça, c'est vrai que ce matin, la parade de l'indépendance a été annulée pour des questions de sécurité, mais il y a énormément de monde qui est venu ici sur le National Mall. C'est ça qui est assez impressionnant, c'est-à-dire que la météo annonçait de fortes chaleurs, des orages, et en fait depuis le début de l'après-midi on voit des gens affluer ici. Alors certains se mettent évidemment à l'ombre pour se protéger, mais enfin vous en avez d'autres qui sont en plein soleil. Il y a une foule immense qui fait la queue encore à l'extérieur de ce périmètre, et en fait ce que nous disent les gens, c'est qu'ils veulent absolument ne pas rater cet événement. Alors il y a évidemment des pro-Trump qui sont présents ici et qui viennent pour voir le président des États-Unis qui a promis un très long discours, mais vous avez aussi des gens qui sont venus voir le défilé aérien, qui sont venus profiter de la fête et qui attendent aussi le feu d'artifice qui aura lieu ce soir. Donc on a des profils un petit peu plus larges. Ce n'est pas simplement un rassemblement pro-Trump, même si vous voyez la décoration a été inspirée par Donald Trump. Vous voyez une réplique de l'Arc de Triomphe qu'il veut construire ici à Washington. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est rassurant président américain, parce qu'il y avait des craintes de la part de la Maison-Blanche qu'il n'y ait pas assez de monde pendant le discours du président. A priori, tel que ça se présente maintenant, ça ne sera pas le cas, et Donald Trump pourra sans doute revendiquer un succès. C'est ce qu'il attendait. Il attendait à tout prix cette journée. Il s'est vraiment placé au cœur de ces événements. Merci beaucoup Hélène, et courage, sous 43 à 46 degrés, vous imaginez. Et d'ailleurs, on l'a un peu senti, mais les liaisons sont pas faciles parce qu'il fait trop chaud. Oui, l'électronique quand il fait trop chaud, eh bien les avions volent mal. Ah oui, en plus. Non, mais ça pose un problème effectivement de portance, surtout quand les avions qui doivent voler en défilé aérien doivent aller à vitesse limitée parce que ils se suivent à la queue leu, comme dans un défilé, donc ils volent pas. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai bien connu en Afrique. Eh bien, on volait pas dans la journée, on volait la nuit quand on était ravitaillé ou quand on etc. Ou même quand il y avait une évacuation sanitaire, c'était systématiquement de nuit ou à 5h du matin, mais pas après. Après, on volait plus. Je voulais vous montrer justement une image d'avion, un F-35 en vol stationnaire. Ça, c'est rare de voir ça. C'est-à-dire le dernier fleuron de l'Air Force. C'est ceux qu'on voit sur les Osprey, ça. Avec les Osprey, sur les porte-hélicoptères amphibies américains. C'est-à-dire qu'ils décollent normalement et ils atterrissent verticalement. Ouais. C'est des F-35 qui sont distincts des F-35. C'est les B, ouais. Absolument. Et c'est les Anglais qui avaient des arrières avant qui faisaient ça aussi. Ils ont acheté des F-35 comme ça. Justement, parce qu'ils ont un porte-aéronef, ils n'ont pas de porte-avions. Spéciaux avec des espèces de tremplins de ski. Autre image, alors spectaculaire, celle-là, toujours sur ces 250 ans de l'indépendance américaine. On est au Texas et c'est une espèce de, je sais pas comment on appelle ça, un feu d'artifice de drone. Un balai de drone. Un balai de drone. Dans la nuit, font des figures absolument incroyables, grâce à l'électronique uniquement, et dans le ciel du Texas. Hélène Bollet disait
Trump est quand même en train de gagner un peu la partie, parce que c'était pas évident, parce que derrière tout ça, il y a de la politique, évidemment. Est-ce que les Américains, Sylvie Berman, vont se dire, allez, on lâche la politique pour une fois et on fait la fête pour les 250 années de l'indépendance américaine 1776? Oui, tout à fait, parce que les Américains sont très patriotes et effectivement, ils doivent se dire que c'est le moment où y être. Ils pourront dire après, on était là pour le 250e anniversaire sans attendre le 300e dans 50 ans. Donc je pense que c'est pour cette raison qu'ils sont là. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils sont favorables à Trump. Mais Trump pourra revendiquer ça. Mais ça fait des jours qu'on dit qu'il n'y aurait personne. Moi, c'est ce que j'entends tous les jours à la télévision ou à la radio. Finalement, il n'y aura personne et ça va être un échec pour Trump. Donc ça peut réussir évidemment à Trump. Trump qui était hier devant le mont Rushmore où il y a les 4 portraits sculptés dans la roche de grands présidents américains avec feux d'artifice, etc. Écoutez-le, le président américain qui alors là est carrément dans le America Great Again et America First. Avec ses 250 ans, l'Amérique est la plus ancienne république du monde. Nous sommes le peuple le plus libre du monde. Nous avons la constitution la plus juste et la plus durable du monde. Nous sommes le pays le plus fort et le plus puissant du monde. Et par la grâce de Dieu, les États-Unis d'Amérique sont la nation la plus prospère, la plus accomplie et la plus exceptionnelle qui ait jamais existé dans l'histoire de l'humanité. C'est un immense honneur d'être votre président. Bon, j'allais dire, n'en jetez plus. Quand vous entendez ça, on est les meilleurs, la meilleure république, les plus libres, tout. Il a raison de le faire. Bon, évidemment, pour les Américains, c'est classique. L'exceptionnalisme américain n'a pas attendu Trump. Je veux dire, ce que les Américains tolèrent chez eux comme nationalisme, ils le considéreraient comme extrémiste ailleurs. Mais cela dit, quand vous vous projetez entre le 250e anniversaire aujourd'hui et le bicentenaire en 1976, il y a de quoi célébrer l'Amérique sur 2 choses. La première, c'est que le poids de l'Amérique dans la richesse du monde n'a pas bougé. Par exemple, eux, c'est resté 1/4 de la richesse mondiale, là où l'Europe s'est complètement effondrée, à commencer par la France. La deuxième chose, c'est qu'en 76, les Américains dissertent sur leur propre déclin. C'est 4 ans avant qu'un certain Ronald Reagan gagne avec le slogan « Make America Great Again », que Trump a pompé. Les Américains ont beaucoup de raisons de s'inquiéter de la débâcle en Iran jusqu'aux dérives de leur président, mais ils n'ont absolument pas perdu sur les grands chantiers de l'avenir. Eux ne sont pas à la ramasse sur l'IA comme nous le sommes. Eux ne sont pas en train de se poser des questions sur leur survie face aux géants de la tech. Ouais. Donc il y a de quoi. Ils ont un petit problème quand même, c'est l'inflation et le prix. Ils ont beaucoup de problèmes. Je préfère être français qu'américain, mais ils ont de quoi célébrer aussi. Ils sont jeunes. C'est un peuple jeune qui a encore la niaque, alors que nous, on est quand même des vieux peuplusés qui sont incapables de se remettre en question, avec des pensées crypto-communistes d'avant-hier. Voilà, ça n'engage que vous, général. Oui, ça me fait plaisir. On est quand même, on sent qu'il se lâche là. Mais vous êtes quand même à 10 mois d'une présidentielle, donc on va essayer de limiter un peu les positions politiques personnelles. Cela dit, aux États-Unis, ce que je disais, il y a quand même un problème énorme, c'est le coût de la vie, c'est l'inflation. Moi, j'en reviens, j'y étais il y a 15 jours. Bon courage, hein, on a une pour vivre là-bas. C'est bien aussi, voilà. Mais... Ouais, bon. Regardez ce clip que vient de diffuser la Maison Blanche, là aussi à la gloire de Donald Trump. On va le découvrir ensemble. Allez-y. C'est beau. On chante quand même avec Frank Sinatra. La chanson de Sinatra. Oui, et puis Claude François, enfin, comme d'habitude, qui encore une fois la mélodie est de Claude Revaux, je crois. Oui, c'est un Français à la base. Oui, c'est un Français qui l'a écrit, évidemment. Ça vous inspire quoi? Nous, on est un peu sans voix parce que vous imaginez un Emmanuel Macron faire ça ou un, je sais pas, Friedrich Hertz. Mais, si vous voulez, là en l'occurrence, c'est
Bon, je vais pas trop m'épancher sur Donald Trump, mais il confond son anniversaire avec celui du pays. Et je vais pas vous dire que je suis très surpris qu'il ne s'élève pas au-dessus du parti pour parler du pays, dans un moment où c'est ce qu'il faut faire. Et ça a été très bien dit. C'est un pays qui est jeune. C'est un pays qui reste fragile parce que les choses, elles sont fluides encore aux États-Unis. Elles ne sont pas fixées. C'est une très jeune république, malgré ce que dit Donald Trump. Si on compare par exemple à la France, si vous prenez Hugues Capet ou Clovis, la France c'est 1500 ans, et les États-Unis c'est 250 ans. C'est rien. Alors la République c'est 1789, c'est après 1776. Certes. Mais les États-Unis, si vous voulez, encore une fois, c'est une aventure, une promesse. On dit aux États-Unis, c'est une expérience, en fait, dans l'autodétermination, la gouvernance par le peuple, pour le peuple. Et c'est un pays qui a pu être une force pour le bien, sur les questions de droits civiques, de démocratie, mais c'est aussi un pays qui a fait du mal. L'esclavage, l'impérialisme, mais quand on dit l'Iran, et je suis le premier à le dire, c'est une catastrophe géopolitique, d'abord pour les Iraniens et les Iraniennes, mais aussi pour les États-Unis, c'est un pays qui a quand même su rebondir. Je rappelle que moins de 100 ans après la déclaration d'indépendance, il y a 750 000 morts aux États-Unis, 2% de la population qui meurt dans une guerre civile qui voit le Nord et le Sud s'affronter. Donc on a ça aussi, j'allais dire, dans nos gènes, parce que je parle en tant qu'Américain. Maintenant, et je termine par là, une question aujourd'hui, à l'occasion de cet anniversaire, que se posent beaucoup d'Américains et d'Américaines, c'est est-ce que nos meilleures heures sont derrière nous ou est-ce qu'elles sont encore à venir ? Et là, c'est vrai qu'il y a un immense point d'interrogation. On réécoute Donald Trump, toujours hier devant le Mont Rushmore, qui dit quoi ? Alors qui dit attention au péril communiste. J'avoue qu'on a été un peu étonnés. Allons-y. Nous voyons notre identité américaine face à une nouvelle offensive. Une génération après avoir mené et remporté la guerre froide contre la menace communiste, celle-ci refait surface sur notre sol, notamment par l'intermédiaire de nouveaux arrivants qui adhèrent à des idées totalement opposées à notre mode de vie et à notre formidable réussite. Sylvie Berman, le péril communiste qui renaît à nos portes. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux dire, la guerre froide, c'est fini. Non, mais en général, quand il a des problèmes, il vise le Parti communiste chinois. Alors la Chine, elle est tout sauf communiste. Oui, aujourd'hui, c'est plutôt du capitalisme sauvage ou du capitalisme d'État. Mais c'est souvent, effectivement, ce qu'il vise dans... Donc ce sont les Chinois, là ? Là, il le dit pas. Parce que c'est la frange la plus à gauche en fait du Parti démocrate, incarnée notamment par le maire de New York, Zohran Mamdani, qui se dit démocrate socialiste et qui est en train de connaître un succès en termes d'influence et qui se mesure dans les urnes parce qu'il endosse il apporte son soutien à des candidats qui appartiennent à cette mouvance et qui sont en train de l'emporter. Et donc Donald Trump s'installe. Donc il fait de la politique intérieure. Là. Absolument. Oui, il s'adresse aux Américains en disant voilà, on a le retour du communisme à l'intérieur de nos frontières. Et c'est, alors j'allais dire, un logiciel qui me paraît un peu obsolète, mais ça marche. Démocrate égale communiste. Alors oui, et puis surtout démocrate, franche gauche, etc. Ouais. Mais donc non, c'est un discours qui est entendu par pas mal d'Américains et d'Américaines qui trouvent que certains démocrates, attention, on parle de redistribution des richesses et de l'importance de la santé, de l'infrastructure, de l'éducation, etc., vont beaucoup trop loin. Et ça parle à son électorat, à une partie de son électorat. Oui. Encore une fois, l'idée des mi-termes, novembre, ça approche. Juste très rapidement, ça parle à une partie de son électorat. Je dis une partie parce que beaucoup lui disent écoutez, Monsieur le Président, on a plein de problèmes aux États-Unis. Et Damien, vous en avez parlé. L'un des plus grands problèmes, c'est l'inflation. Et ils lui en veulent énormément d'être allé faire cette guerre illégale en Iran en disant mais en fait, vous savez que ça a coûté des dizaines de milliards. Est-ce qu'on n'aurait pas, nous, Américains, mieux fait de dépenser cet argent sur la pauvreté aux États-Unis, la lutte contre le narcotrafic, l'amélioration de l'infrastructure,
etc. Alors, autant on peut trouver ridicule et obsolète le fait de reparler de la menace communiste, comme à l'époque du macartisme. Cela dit, là où ça porte, c'est que une octave sur laquelle Trump, on va dire, s'appuie dans son discours depuis sa réélection, c'est justement la menace de la gauche radicale. Il est vrai que quand lui-même a échappé à des tentatives d'assassinat, il y a eu l'assassinat de Charlie Kirk, etc., lui peut faire oublier la violence politique de son propre bord, le 6 janvier 2021, etc., les milices comme les Stripper Centers qui parlent d'aller tuer des élus démocrates, ce que certains extrémistes ont fait aux États-Unis, mais depuis le début de l'année, il a voulu installer un clivage en disant que lui, c'est le parti de l'ordre et qu'en face, les démocrates veulent détruire l'Amérique parce qu'en leur sein, vous avez... Alors, on parle plus trop des woke, mais on va parler de la gauche radicale. Et il est vrai que quand vous regardez beaucoup de primaires récentes, c'est la frange la plus à gauche du Parti démocrate qui gagne. Et les républicains essaient de rallier autour du drapeau leur base en disant, vous avez vu, il y a à nouveau une menace, Bernie Sanders qui est un peu vieux, Alexandria Ocasio-Cortez, Zoran Mamdani. Ouais, on agit le chiffon rouge communiste, ça marche toujours. Parce qu'il y a plein d'indépendants. Il y a eu le macartisme dans les années 50. Et ça peut marcher parce que les indépendants, c'est eux qu'il faut viser. Et si les indépendants, on leur dit que les démocrates, comme en 2024, ce sont les gauchistes qui veulent aller débaptiser l'Amérique, etc., ça peut marcher. Alors, regardez quand même l'ego de Donald Trump. C'est toujours amusant de voir ces images. Alors, bon, il s'est concocté un Mont Rushmore doré avec évidemment son portrait à côté des fondateurs de l'Amérique et des grands présidents. Bon, ça, c'est quand même extraordinaire. Vous imaginez, Damien, les générations futures qui vont se repasser la bande son et la bande image de cette époque qu'on est en train de vivre et de commenter ensemble. Ils diront que c'est de l'IA tellement c'est burlesque. Oui. Je veux dire, je comprends que les plaques tectoniques soient en train de bouger et qu'il ne faut pas être avec un esprit figé, calcifié, etc. Mais moi, je refuse de banaliser ça, d'accepter ces jurisprudences les unes après les autres. Il y a un niveau de corruption au sein de cette administration, dans tous les sens du terme. Et ça, moi, c'est offensant. Ça, pour moi, c'est-à-dire qu'on fait. Alors, vous allez être encore plus offensant. Un billet de $100 à l'effigie de Benjamin Franklin, signé par qui ? Par Donald Trump. Voilà, comme ça, vous pourrez payer avec la signature du président Trump. Et puis, troisième image, c'est intéressant aussi, parce que ce serait plutôt une ville, j'allais dire, démocrate, l'aéroport de Palm Beach, qui désormais s'appelle le Donald Trump Airport. Bon, voilà, on va jusque-là. Tout ça, c'est quand même fabuleux. Plus les passeports. Oui, alors le passeport, c'est qu'un projet. Oui, c'est qu'un projet. Il est quand même prévu à son effigie. Bon. Mais si vous voulez, ça dit aussi, je crois, et je parlais d'un projet, en parlant du projet états-unien, fragile. Donald Trump, c'est quelqu'un, vous savez, d'autoritaire, qui a une tendance autocratique. Et rappelez-vous, et chaque Américain et Américaine connaît cette phrase, quand la Constitution est en train d'être rédigée, Benjamin Franklin, qu'on connaît bien ici en France, parce qu'il a été le premier ambassadeur américain sous Louis XVI, personnage important des Lumières, une dame de la haute société lui demande « Monsieur, qu'est-ce que nous avons ? Une république ou une monarchie ?» Et Benjamin Franklin lui prête cette réponse. Il répond « Une république, si vous pouvez la garder. » Et tout est dans ce « si ». Si vous pouvez la préserver. Ça veut dire, là, on serait plutôt dans une monarchie, donc, quand on voit ce que fait Trump. Je vous laisse répondre à cette question. La référence, c'est une république et non pas une démocratie. C'est pour ça qu'il y a ce système électoral qui n'est pas un système complètement démocratique. Mais on vous sent, Gallagher, un peu révolté. C'est le même cas, par exemple, pour l'opposition, pour les démocrates aux États-Unis, quand ils voient ça ? Oui. C'est-à-dire que, si vous voulez, Donald Trump qui met son nom sur le Kennedy Center, sa tête dans les passeports, sur les billets, sur les aéroports, etc. C'est pas ça, les États-Unis. Les États-Unis, c'est justement une aventure où on s'émancipe de ce système et cette obsession-là et ce modus operandi pour donner effectivement une république démocratique et où chacun célèbre la liberté individuelle, l'innovation, la réussite par le mérite. Et ça ne ressemble pas beaucoup à ça.
Et ce type qui adore mettre son image partout, moi, et je parle uniquement en mon nom et c'est très personnel, ça a quelque chose évidemment d'assez inquiétant. 23h52, nous repartons en Ukraine pour parler de ce qui se passe et notamment des bombardements ukrainiens sur la Russie. Plus de 500 frappes, c'est le ministre de la Défense russe qui le dit, et notamment une frappe spectaculaire sur Saint-Pétersbourg, la grande ville où est né d'ailleurs Vladimir Poutine, qui a frappé une raffinerie de pétrole. Je ne sais pas si on va revoir les images. Regardez-les, ces images, et on en parle juste après avec Michel Polaco, l'un de nos spécialistes. Michel Polaco, spécialiste aéronautique, merci d'être avec nous. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces images ? 500 frappes selon les Ukrainiennes, selon les Russes, et cette raffinerie de Saint-Pétersbourg qui est en feu. Les Ukrainiens sont en train de changer la donne ? La raffinerie de Saint-Pétersbourg, je pense qu'elle a déjà été touchée plusieurs fois. Les 500 drones en question, je ne sais pas très bien quel a été l'effet militaire qu'ils ont fait. Il y a eu certainement un effet médiatique et politique, mais on n'a pas véritablement d'images. Les images que vous avez montrées, là, de drones, c'est des images qu'on a déjà vues, et ce ne sont pas des images qui sont récentes. Je ne sais pas quels sont les effets de ces 500 frappes de drones annoncées par les Russes et qui n'ont pas été annoncées par les Ukrainiens. Donc ce serait quand même intéressant de savoir pourquoi il y a un certain décalage. Sinon, la situation n'a pas changé depuis quelques jours. On est dans une guerre conventionnelle dans laquelle les Ukrainiens montrent une capacité d'agressivité et d'agression très importante contre l'agresseur russe qui a envahi une partie de leur territoire. Et on voit que les Russes sont globalement plutôt en difficulté pour se battre de cette manière conventionnelle contre les Ukrainiens qui ont fait preuve d'une importante inventivité. Alors je pense que quand les lumières vont s'éteindre du côté américain, quand les fêtes du bicentenaire plus 50 ans vont s'éteindre, eh bien, il va falloir que M. Trump, auquel le président Poutine a fait appel, vienne leur donner un coup de main pour arriver à mettre un terme à cette affaire qui ne débouche plus sur rien d'intéressant. Et que ce soit les menaces qui ne débouchent sur rien, les menaces sur la Pologne qui n'ont évidemment aucun sens, et puis l'industrie russe qui s'efforce de produire tant qu'elle peut, mais qui manifestement ne produit pas beaucoup plus que n'arrivent à le faire les Ukrainiens. C'est vrai avec l'aide des Européens et des Américains, mais enfin quand même beaucoup par leurs propres moyens. Ouais. Alors, ce sont des images de la journée, ça, Michel. On les a pas inventées. C'est les mêmes. Oui, si c'est les images de la journée, je peux vous dire, c'est exactement les mêmes. Oui, mais quand vous voyez, et on va les revoir également, ces kilomètres de queue devant les stations-service pour essayer de faire le plein, bon, ça, est-ce que c'est encore tenable pour la Russie ? Écoutez, tout à l'heure, j'écoutais, je crois que c'est Gallagher, dire que 30% de la capacité de raffinage était atteinte. Ça veut dire qu'il y a 70% qui n'est pas atteinte. Donc ça veut dire que même s'il y a des queues importantes, et même si ça gêne énormément les Russes, et même si évidemment ça rend cette guerre extrêmement présente pour les citoyens russes, il n'en reste pas moins que ça n'est pas un frein véritablement à l'effort de guerre des Russes. Maintenant, ça n'est pas un frein aujourd'hui. Si c'est 40% demain et 50% après-demain, à un moment donné, ça va devenir trop douloureux. Et vous savez, dans ces affaires, il y a toujours un seuil de la douleur. Le seuil de la douleur que peut atteindre, qui peut toucher l'agressé, mais le seuil de la douleur qui peut toucher aussi celui qui agresse face à la réponse. Et je crois que là, maintenant, on commence à voir que les Russes s'approchent d'un certain seuil de la douleur. Ouais, je vous fais écouter justement Vladimir Poutine en uniforme, en treillis hier soir, qui dit quoi ? Qui dit plus vous nous taperez, plus nous on ira loin dans votre territoire.
Plus l'ennemi tentera de lancer des attaques contre nos installations civiles, plus l'ennemi s'attaquera à ce type d'installation, plus la zone de sécurité que nous devrons créer sur le territoire frontalier sera grande. D'autant plus que, outre les autres territoires dont nous parlons aujourd'hui, il s'agit également d'une terre historiquement russe. Pardonnez-moi, mais ça a l'air un peu dérisoire de dire ça, de dire vous attaquez nos installations de carburant, nous on va aller plus loin chez vous, mais ils y arrivent déjà pas en ce moment. Oui, ils n'y arrivent déjà pas en ce moment, et puis pourquoi ne l'ont-ils pas fait plus tôt ? Parce que finalement, ça fait 4 ans et demi qu'ils font la guerre. Alors, est-ce qu'ils avaient vraiment envie de faire une guerre très longue, à moins que ce soit pour eux un objectif de vivre en guerre, parce que la guerre est un état beaucoup plus stable que la paix. Mais sinon, ça n'a absolument aucun sens. Normalement, si vraiment ils avaient des objectifs et des cibles intéressants beaucoup plus loin que là où ils ont tapé jusqu'à maintenant, eh bien, ils auraient dû les frapper. Alors, ils ne l'ont pas fait. Donc, on voit bien qu'on est quand même dans des échanges qui sont extrêmement verbaux et qui ne sont pas obligatoirement correspondants à des actions militaires possibles. En tout cas, ça veut dire aussi que Poutine ne peut plus cacher la guerre à son peuple. Quand on frappe Moscou, quand on frappe Saint-Pétersbourg, quand on voit ces kilomètres de queue, c'est difficile de dire c'est qu'une petite opération spéciale. Oui, il y a un petit problème d'approvisionnement, on n'en est plus là. Oui, il y a quand même un bout de temps que les Russes ont compris qu'ils étaient en guerre, ne serait-ce que parce que quand même on prélève un certain nombre de citoyens pour les mettre sous les drapeaux, parce que quand même on fait tourner l'industrie d'armement à grande vitesse et que ça se voit évidemment partout. Donc, si vous voulez, les Russes ne sont pas idiots. Il y a longtemps qu'ils ont compris que cette guerre était importante et qu'elle durait beaucoup plus que ça n'avait été promis au départ. Donc, bien évidemment, la population russe, qui pour l'instant a l'air d'être encore à côté de Poutine, est quand même une population qui va de moins en moins le soutenir. Et donc, je pense que, ça fait quelques jours que je vous le dis, qu'il va véritablement être obligé de trouver un moyen pour mettre un terme à cette affaire. Il ne peut pas l'étendre, il ne peut pas faire un deuxième front, il ne peut pas utiliser d'armes nucléaires, il ne peut pas frapper plus encore les civils qu'il ne l'a fait. Enfin, disons qu'il est arrivé quasiment au bout de ses capacités conventionnelles.